Notre histoire commence en Afrique de l'Ouest, le soleil se couche au-delà de l'horizon, peignant le ciel de différentes couleurs et donnant sur l'Institut de biochimie. Mais à l'intérieur de l'Institut, ce ne sont pas des scientifiques cam en blouse qui mènent des recherches, mais des gardes militaires morts sont couchés, des sons d'alarme retentissent partout. L'un des collaborateurs scientifiques est mort, la main refroidie, il a appuyé à titre posthume sur la poitrine d'un objet non identifié dans le cube. Mais cet objet mystérieux n'est pas resté longtemps avec le défunt, il est pris, la main de quelqu'un dans un gant noir. Notre personnage principal a pris le cube, et immédiatement sur le lien, il a rapporté que son nom est North Shep, il appartient au 6e groupe de l'unité spéciale et le virus est pathogène du sang reçu avec succès. Avant que North n'ait eu le temps de mettre les pieds avec son acquisition volée réussie, un coup de feu retentit derrière son dos. La balle ne l'a pas touché, mais elle a brisé le cube dans lequel le virus était enfermé. Le personnage principal est terrifié, des fragments de cube volent dans son visage, laissant des coupures sur le visage, et le liquide avec un virus de pulvérisation tombe sur les blessures. L'agent spécial Shep saisit l'arme et tire plusieurs rafales sur son ennemi. Les camarades de combat veulent courir avec Nortu, mais il leur crie de ne pas s'approcher de lui, car il est infecté. Infecté par un virus, il sent des changements et des mutations de l'ADN se produire dans son corps. Nous sommes reportés de 3 ans à l'avance, nous sommes accueillis par la ville nocturne de Brookboard, nous voyons un grand bâtiment de la société appelé Cladman. À 9 heures du soir, à la fin de la journée de travail, le concierge lave les planchers, dans le bureau en chantant le motif de la chanson qui lui est tombé dans la tête. Ce travail de nettoyage de plancher de bureau si dur est notre personnage principal. Il a finalement terminé le travail et veut rentrer à la maison. Avant de partir, il éteint les lumières du bureau et remarque immédiatement que l'un des écrans d'ordinateur est toujours allumé. En allant à un moniteur en feu, il déplore à quel point il n'est pas professionnel de la part des travailleurs de laisser l'équipement allumé après le départ. Mais en allant à l'écran, il gèle sur place. Sur l'écran devant lui apparaît une vidéo de contenu érotique, que le héros dans l'embarras se détourne rapidement et se demande comment cela peut être vu au travail. Au moment où North commence à essayer d'éteindre la vidéo, derrière lui, une fille s'approche de lui et se demande ce qui se passe ici. Le personnage principal n'est pas perdu, se tournant et en regardant la jeune fille avec un regard plein de confiance, il informe son poste, il est un nouvel employé et maintenant il est en service. Devant lui se trouve une jolie fille, elle demande pensivement ce qu'il fait dans ce cas à l'ordinateur, parce que son changement est déjà terminé. North se tourne vers l'ordinateur et essaie de continuer à essayer d'éteindre la vidéo épicée. Seulement maintenant l'héroïne remarque ce qui se passe sur le moniteur. La jeune fille est juste terrifiée, elle a peur et embarrassée, elle s'exclame de savoir s'il n'a pas honte de regarder comme ça. N'a pas le temps de notre personnage principal et de dire 2 mots, comme un oreiller vole directement dans son visage. L'héroïne l'appelle un pervers sale et ne comprend pas comment regarder des choses comme ça pendant que North se tient debout et se frotte le nez malade après avoir frappé. Une employée d'affaires ne peut pas tolérer une telle inconduite sur le lieu de travail, elle déclare qu'elle le congédiera demain matin et lui demande de remettre son badge. Sans cesser de se frotter le nez, Shep essaie d'expliquer à la jeune fille que toute cette situation n'est qu'un malentendu. L'héroïne est furieuse, elle crie qu'il ne peut y avoir de malentendu, dit qu'il a été pris par la main et s'il est un homme du tout. North essaie de s'excuser et d'expliquer qu'il est juste passé, et il ne trouve pas normal de regarder de telles vidéos sur l'ordinateur de l'entreprise. Le personnage principal voulait juste être gentil avec ce qui s'est finalement retourné contre lui, mais il se demande pourquoi cette fille, après l'avoir vue, était si excitée. Ne voulant pas écouter des excuses et répondre à des questions délicates, la jeune fille, furieuse, accélère et veut donner un coup de pied à North. Il ne faut pas oublier que notre agent de nettoyage dans le passé est un agent de l'unité secrète. Il a habilement attrapé la fille par la jambe. Il la regarde avec jubilation dans les yeux et dit que, sans comprendre la situation, il ne vaut pas la peine d'insulter quelqu'un. L'héroïne est figée dans la stupeur et tente d'analyser comment il a pu intercepter son coup, car elle a été formée aux arts martiaux depuis son enfance. Mais elle n'a pas eu le temps de se rappeler comment North la jette sur la table, où l'écran continue toujours à jouer du porno, le héros note qu'elle est dans une excellente posture. Alors que la jeune fille continue de l'appeler un pervers, il l'attrape par les épaules, suspendu au-dessus, dit que dans ce cas, il doit lui montrer à quoi ressemble un vrai pervers. Soudain, au lieu de toutes sortes de punitions qui pourraient inventer l'imagination du personnage principal, il s'est armé d'un marqueur et s'est mis au travail. Après avoir terminé sa vengeance, sur le visage de l'héroïne affiche des inscriptions sur ce qu'elle est un démon féroce, elle menace qu'il répondra pour tout ce qu'il a fait. Mais North n'est pas si simple, il a réussi à prendre une photo du visage peint de la jeune fille, et lui a menacé que si elle voulait faire une fente dans sa direction, il publierait une photo sur le forum de la société. Et comme il n'y a rien, il arrive, le personnage principal prend son seau et une vadrouille et se déplace vers la sortie, en mentionnant que ce n'est pas lui qui a commencé à attaquer. De la colère accumulée et du désespoir,
l'héroïne frappe avec toute la force de son poing sur la table. En versant des larmes et en serrant ses dents de colère, Lilith Palman jure que ce bâtard la paiera pour tout. L'emplacement est transféré dans les bidonvilles de la ville discrète, où le coucher du soleil est préférable de ne pas sortir de la maison. Après une dure journée et une soirée tout aussi difficile, notre personnage principal rentre à la maison. Tout d'abord, il ouvre le réfrigérateur, qui est rempli de bière de haut en bas, et les étagères latérales sont parsemées de seringues. Norse voulait ouvrir une canette de bière, mais tout à coup, il a ressenti une douleur aiguë, même la canette de bière s'est envolée de ses mains. Immédiatement, pas une seconde, il saisit une seringue du réfrigérateur et la met dans sa main. La cause d'une telle douleur dans l'agent pathogène, qui devient à chaque fois plus forte que la précédente, dans la seringue qu'il a saisie, il s'avère qu'il contenait le virus Ebola. Mais ce virus Ebola mortel ne suffira toujours pas au héros. Quelques jours plus tard, il pense qu'il devra à nouveau pénétrer dans l'institut pour en prélever d'autres. Norse se demande s'ils ont changé de système de défense, car jusqu'à présent, il est allé et est parti sans aucun problème. Dans sa tête, il y a encore des souvenirs frais de ce jour fatidique où il a été infecté et a demandé à tout le monde d'aller sans lui. À la question naturelle de ses collègues, qu'est-ce qu'il allait faire, il a répondu que vous ne pouvez rien faire et que la vie ou la mort est une question de destin. Enfin, Norse a dit à un collègue de lui demander un congé et de lui dire qu'il ne pourrait pas revenir dans l'équipe maintenant. Il réfléchit sur les années passées, le virus en a fait un sauvage, il a dû vivre dans la forêt pendant plus d'1 an, le virus n'a pas été guéri, mais maintenant il n'est pas contagieux. Debout à côté du lit, une urne remplie de seringues est expliquée simplement, la seule façon de soulager la douleur est d'introduire un autre virus dans le corps. Le personnage principal pense combien de temps cela va durer et est sûr que tout est entre les mains du destin. La nuit, alors que Norse dort paisiblement, des changements commencent à se produire dans son corps, quelque chose a mal tourné. Il ressent une douleur aiguë dans tout le corps, le héros ne comprend pas pourquoi le virus Ebola n'a pas fonctionné. Peut-être que le virus, après ces années, est venu avec une nouvelle mutation et un réarrangement de l'ADN. Les rayons du soleil du matin pénètrent à travers la fenêtre et éclairent Norse couché sur le sol. Le personnage principal se réveille brusquement, saute et essaie de comprendre s'il est vivant ou mort, et surtout de comprendre ce qui s'est passé la nuit dernière. Il remarque que devant ses yeux, une molécule non identifiée flotte dans l'air, il y pousse en essayant de comprendre si c'est le virus. Norse essaie, pense logiquement et pense que ce sont des hallucinations. Car même avec une excellente vision, il est impossible de voir cela sans un microscope. Shep comprend que quelque chose ne va pas, il n'a jamais vu de virus en direct. Le personnage principal tend la main à l'une des molécules volantes, et elle vole vers lui et se connecte avec lui énergiquement. Après avoir regardé autour de lui, Norse se rend compte que tous les virus qu'il s'est injectés pendant 3 ans volent autour de lui. Cette nouvelle plaît au personnage principal, il y voit un avantage. Maintenant il a la capacité d'absorber les micro-organismes et les bactéries pour leurs propres besoins. Shep prend un tuyau en métal dans sa main et essaie de le corroder avec des bactéries. Tout a fonctionné du mieux possible, la corrosion a rapidement commencé à corroder le tuyau. Norse se réjouit, mais comprend qu'une telle capacité nécessite de grands efforts physiques. Le personnage principal remarque un virus qui n'a pas été vu auparavant. Il comprend qu'en absorbant d'autres micro-organismes, il sera en mesure de développer et de créer de nouvelles capacités à l'avenir. Shep est ravi, il vient de survivre à la catastrophe, mais est devenu plus fort. Le héros est inondé de rire. Mais son rire n'a pas duré longtemps, il a coupé son souffle et il a senti un malaise. Norse se rend compte qu'il a dépensé trop d'énergie et ne peut pas résister à ses pieds, il s'endort. La matinée au bureau de Cloudman commence par la façon dont les employés saluent Mademoiselle Palman, lui souhaitant bonjour. Dans le bureau entre la grande et majestueuse Miss Lilith Palman, ses actifs sont estimés à des milliards de dollars, et son surnom est la déesse de la glace. En entrant dans son bureau, elle s'assoit sur une chaise et se frotte le cul. Elle souffre toujours de l'incident d'hier. Dans la tête, elle tourne 2 de ses images d'hier, elle avec des inscriptions sur son visage, et elle est impuissante sur la table. Elle ne lâche pas toute cette situation. Pour elle, c'est une grande humiliation et elle pense à la fameuse femme de ménage. Lilith pose sa tête sur la table, se lamente de la moquerie d'hier sur elle par son employé, et en plus par le concierge. Elle tient la tête et pense à la façon de dire à Kelly, qui viendra bientôt à propos de l'incident d'hier. À ce moment-là, une dame patineuse apparaît dans le couloir, qui, marchant sur le seuil, met presque le pied. La secrétaire à l'entrée lui dit que Mademoiselle Palman l'attend déjà dans le bureau, à quoi la jeune fille répond qu'elle est déjà au courant. Sur le seuil se trouve une fille nommée Kelly Fima, elle est vice-présidente de la société Cloudman, appelée un petit renard qui aime torturer les autres. En entrant dans le bureau, elle ne tolère pas et essaie immédiatement de savoir ce qui s'est passé avec sa sœur, car à l'appel, sa voix était très excitée. Distrait de ses autofouilles, Lilith remarque enfin sa sœur à la porte, salue et demande à s'asseoir. Mademoiselle Fima s'est immédiatement couchée sur le canapé, laissant tomber ses chaussures et a commencé à caresser sa cheville presque tournée,
mentionnant qu'il ne ferait pas de mal d'envoyer au SPA aujourd'hui. En regardant la façon dont la sœur s'est franchement étendue sur le canapé, elle se demande ce qui se passera si un homme entre maintenant ici et la trouve sous cette forme. Ce à quoi Kelly répond avec un sourire espiègle que personne n'osera entrer ici sans autorisation. Et si quelqu'un ose, elle le pressera à sec. Immédiatement, elle se détend et dit à quel point c'est un non-sens et maintenant, ce qui importe seulement, c'est ce qui est arrivé à sa sœur aînée. Lily se rend compte qu'elle ne peut pas parler à sa sœur de son humiliation d'hier, mais elle lui demande si elle lui a apporté les informations sur lesquelles la demande a été faite. Kelly lui remet consciencieusement une enveloppe en papier et veut savoir qu'il y a quelque chose d'important là-bas, ce que sa sœur dit sur le désir d'apprendre des informations sur une personne suspecte. Kelly demande avec surprise ce que cet homme a fait et s'il sait ce qu'il peut faire. En ouvrant le dossier, et en regardant attentivement les yeux, elle s'assure que c'est son bourreau, et son nom est North Shep. Elle saute de la table avec des cris, jette un questionnaire sur la table, en criant que c'est lui. Après cette secousse brutale, Lilith se rend compte que son butin fait encore mal. Miss Fima remarque que quelque chose ne va pas avec sa sœur et essaie de savoir pourquoi elle est si pâle. Le chef du bureau lui montre un questionnaire et donne à sa sœur la tâche de le faire souffrir les prochains jours. Bien que sa sœur aime torturer les gens, elle ne comprend pas pourquoi elle a besoin de se venger d'un nettoyeur ordinaire, qui peut simplement être viré. Mademoiselle Palman est sur son chemin, se faire virer est une peine trop légère pour elle, elle veut que Kelly fasse tout ce qu'elle peut pour le tuer. Kelly s'approche de sa sœur aînée et commence à la caresser sur la tête, demandant si elle va bien et pourquoi elle a tant de colère. Sans parler de l'essence de la situation, elle mentionne seulement qu'il l'a offensée et qu'en général elle est de mauvaise humeur, et elle l'a choisi pour éclabousser sa colère. Mademoiselle Fima accepte à contre-séure, traiter avec le nettoyeur n'est pas particulièrement pour elle, mais il est important pour elle que sa sœur se sente à l'aise. Kelly assure que sa sœur peut se détendre parce qu'elle est une pro dans son entreprise, ce que Lilith propose en remerciement de prendre une partie de son travail sur elle-même. Le vice-président coquette se dirige vers la porte et dit enfin que sa sœur sait toujours ce qu'elle aime, et si elle était un homme, elle lui rembourserait avec son corps. Dès que la porte du bureau est claquée, le chef du bureau reprend le questionnaire du nettoyeur détesté et l'examine. En elle, la haine surgit avec une nouvelle force, elle saisit le stylo et agite la feuille, affirmant qu'elle ne le lâchera pas tant qu'il n'aura pas craché de sang. Avec force, elle perce la photo de North sur le questionnaire avec un stylo à travers, écrit qu'il sera très surveillé de près. Notre personnage principal continue de mentir sur le sol inconscient dans les rayons du soleil couchant. North s'est réveillé le matin et, en regardant dans le téléphone, il a découvert qu'il avait dormi pendant 3 jours, pendant tant de jours d'absence au travail. Il pourrait être privé de salaire. Rapidement réuni, il tire sa veste et se précipite hors de la maison, parce que maintenant perdre du travail n'est pas une option. North court rapidement à travers le quartier et espère qu'il ne peut pas être viré pour le moment. Courir dans la rue, il sent l'odeur des tartes frites, qui est préparée par son ami Monsieur Estonant. Le personnage principal s'arrête et lui demande 2 tartes avec lui. Un ami s'inquiète pour lui, car sa belle-fille a signalé l'absence de North au travail récemment, ce à quoi Shep écarte et dit qu'il est malade. Monsieur Estonant invite le personnage principal aujourd'hui pour une visite, un bon vin. North accepte volontiers, parce que son quart de travail se termine encore tôt aujourd'hui, alors il viendra après le travail. Dans le même temps, le vice-président Kelly se demande où tous les 3 jours disparaît son objectif, parce qu'elle a préparé le spectacle, mais pour une raison quelconque, le personnage principal est en retard. Enfin, elle reçoit un appel dans le téléphone, informant que la cible est en place. Mademoiselle Fima dit à l'employé de se comporter comme ils ont convenu, sinon elle le congédiera. Lilith entre dans le bureau et dit avec enthousiasme à sa sœur qu'elle a entendu parler de son arrivée. Le vice-président présente solennellement une tablette sur laquelle est diffusée la vidéo des caméras cachées et invite sa sœur à profiter du spectacle. Dans le bureau du directeur du département se trouve North et tente de se justifier devant le chef Jake, lui dit de ne pas être en colère contre lui et de laisser tout expliquer. Ce à quoi le patron refuse d'écouter ses explications, dit que North est un paresseux insolent, absent sans raison valable. Le concierge dit que la raison de l'absence est des circonstances familiales. Après avoir remarqué que le patron ne croit pas beaucoup à sa légende, il commence à se référer au fait qu'il n'est qu'un nettoyeur et un petit grain dans l'entreprise et lui demande de pardonner cette fois. Voyant que ses méthodes ne fonctionnent pas, Shep dit accidentellement que le mois dernier, quelqu'un, faisant allusion au directeur, ne s'est pas présenté au travail pendant 7 ou 8 jours. Le directeur change rapidement de visage et a peur que le nettoyeur le traîne derrière lui, car ils sont surveillés. Il lui demande d'arrêter de parler, et essaie doucement de faire allusion à North qu'il y a des caméras autour d'eux. Le concierge est un imbécile, disant au patron qu'il n'y a personne ici, où il a vu l'invisible. Mais les instincts de l'ancien agent se déclenchent dans les acclamations, il remarque de nombreuses caméras cachées, qui, à son avis, sont trop nombreuses dans le bureau du directeur. Il a commencé à comprendre clairement que quelqu'un voulait le piéger et le piéger.
Norse commence à dire d'une voix forte qu'une fois que le directeur du département a parlé de la vice-présidente, qu'après sa mort, beaucoup de gens voudront uriner sur sa tombe. Le chef du département est assis en lame et prie simplement pour que ce concierge ne le traîne pas derrière lui. Kelly est furieuse, elle est chargée de lui donner un bon enseignement, ce à quoi sa sœur aînée la soutient et dit qu'ils vont forcer cet idiot à la respecter. Le patron en colère met de plus en plus de nouvelles responsabilités sur Norse pour laver les salles de bain à chaque étage et lui dit d'oublier les bonus à la fin du mois. Le personnage principal est heureux de l'issue des événements, car il est jeune et énergique, la chose la plus importante est qu'il n'a pas été renvoyé. Avec toute cette situation, notre nettoyeur n'hésite pas à demander de l'argent au patron. Le patron note l'insolence de l'employé et lui dit de s'éloigner de la vue. Norse sort rapidement, claquant la porte derrière lui. Après avoir examiné le spectacle, Kelly propose à sa sœur de transférer le concierge au département administratif, où ils seront plus à l'aise pour se laver sur lui et remplir son travail. Lilith n'est pas d'accord avec une telle proposition. Car pourquoi le département administratif d'un gars qui a à peine terminé ses études secondaires pourrait, il ne convient que pour le lavage des sols. Mais notre personnage principal n'est pas si simple, il a acheté son certificat d'études secondaires pour 200 $. Les filles continuent de regarder Norse à travers les caméras, et le vice-président note la bonne forme physique du jeune homme et propose de le mettre en garde. Le chef du bureau est furieux d'une telle proposition, à son avis, il ne le mérite pas, parce qu'il est un sale bâtard analphabète. Mademoiselle Fima regarde sa sœur avec perplexité et veut savoir pourquoi elle est de si mauvaise humeur aujourd'hui. Lilith répond que la raison de sa mauvaise humeur est le nettoyeur, et rappelle à sa petite sœur de ne pas oublier de lui donner une bonne leçon demain. Le vice-président lui montre le geste OK, et assure qu'il fera tout comme il se doit. Sur l'un des étages de la salle de bain, Norse sirote, il a déjà terminé le travail et est sur le point de rentrer à la maison. Mais le personnage principal se souvient qu'il a promis à Monsieur Estonant de les voir le soir, il faut encore aller au magasin pour ne pas aller les mains vides pour visiter. Norse retourne au bureau du chef du département pour annoncer la fin du travail, ce que le chef lui dit au revoir. Le nettoyeur sourit et avec un sourire naïf sur son visage demande au patron de lui prêter un peu d'argent pour les produits. Le patron crie à nouveau à propos de l'impudence de l'employé. Nous sommes transférés dans un quartier très défavorisé, où les gens disparaissent et gouvernent les gangsters et la mafia. Si vous marchez dans cette rue et devenue la cible de quelqu'un, dans la plupart des cas, vous serez mort. Dans la soirée, une fille blonde se promène dans une ruelle sombre, ce n'est pas la première fois qu'elle est dans la région et regarde prudemment autour. Après avoir entendu les pas derrière lui et vu l'ombre sur la route, elle a succombé à la panique, commence à courir vers l'avant. Derrière elle marchait notre personnage principal, il ne comprend pas comment elle pourrait avoir peur de lui, parce qu'il ressemble à un gentleman. Norse a même émis l'hypothèse que cette fille est aveugle. Shuika ne laisse toujours pas l'ancien commando. Dans la porte, il remarque des gars qui n'ont probablement pas de bonnes intentions. Shep pense à en avertir un étranger qui s'enfuit. Norse tente d'arrêter la jeune fille en criant, ce qui n'est que dans une plus grande peur commence à courir plus vite, le long du chemin appelant le personnage principal un pervers. Perplexe, Shep se fige sur place, criant que l'appeler un pervers, c'est trop. Tout en continuant à courir et à regarder en arrière, la jeune fille pense à l'apparence obscène de cet homme, suggérant qu'il se réfère à Hector Green, qu'il a harcelé jusqu'à présent. Mais l'évasion n'a pas duré longtemps, sur son chemin, la route est bloquée par un homme, en criant le nom d'Emma. Devant elle se trouve un bandit en apparence, souriant, parlant de la joie de la rencontre, essayant de savoir si elle est pressée de rentrer à la maison. Debout sur son chemin, il dit que c'est son anniversaire aujourd'hui, et il l'invite chez lui, ce à quoi Emma lui demande de ne pas la déranger et mentionne avoir un petit ami. Hector s'approche d'elle, prend son menton avec sa main et lui demande si elle est pressée pour un rendez-vous maintenant. Le méchant n'a pas l'intention de laisser tomber sa victime, et lui propose de passer quelques nuits avec lui, que la jeune fille prie de la laisser seule. Sinon elle appellera la police. Le bandit menace, si elle appelle la police, il la tuera et fera souffrir la famille de la jeune fille, célébrant la gloire de cette rue des personnes disparues. Dit qu'elle peut aussi se perdre ici. Seulement, il a négocié toutes ces menaces et d'où ne pas prendre dans son visage arrive une grosse pomme rouge. Emma est choquée de tout ce qui se passe, regarde autour de lui en essayant de comprendre qui est son sauveur. Et un autre voyou court à Hector pour découvrir comment il est. Le personnage principal sort de l'ombre et dit qu'il est très désolé pour la pomme, parce qu'il l'a achetée en cadeau, et il aimerait le retourner. Hector se lève du sol avec le sang qui coule du nez, et demande quel héros a osé l'attaquer par derrière. Norse lui répond qu'il n'est pas celui qui cherche la justice, mais est venu ici seulement pour voir s'il gagnerait ici. Emma est dans une stupeur, elle se souvient que ce pervers la harcelait et maintenant il veut aussi lui faire du mal. Le méchant, après avoir entendu les discours du personnage principal, s'est réjoui, pensant qu'il était l'un d'entre eux, a même proposé de partager la fille avec lui quand il a fini et a demandé à Norse de l'aider à la traîner dans la voiture. Shep est nerveux, il commence à crier sur Hector,
voulant savoir ce qu'il veut faire avec cette fille. Les hooligans se tiennent debout, les yeux exorbités de surprise, ils ne s'attendaient évidemment pas à une telle tournure des événements. Le personnage principal commence à se déplacer vers les gars, en parallèle, se présentant comme un gestionnaire de l'organisation Échappe Rouge, qui vise à aider dans des situations à risque. Norse commence à convaincre Emma d'accepter les services de leur entreprise, appelle le coût des forfaits de leurs services à différents prix. L'agent spécial offre à la jeune fille un forfait premium pour $5000, ce qui permettra de se débarrasser des ennuis pour toujours. Il s'incline devant un étranger et prévient qu'ils ont une entreprise privée qui n'accepte pas les contre-offres, lui proposant de réfléchir à sa proposition. Hector n'a pas enduré et, saisissant le couteau, il s'enfuit, criant des menaces, prévoyant de poignarder le personnage principal jusqu'à ce qu'il meure. Emma crie sans hésitation qu'elle accepte le forfait premium. Avec un sourire sur son visage, Norse remercie la fille pour sa confiance, l'assurant qu'elle a fait le bon choix. L'agent frappe un couteau des mains de l'assaillant et frappe avec force le visage d'Hector, de sorte que l'intimidateur s'envole, éclaboussant de sang du nez. Le criminel, se levant du sol, crache sur sa paume et sur elle se trouvent deux de ses dents ensanglantées. Avec un regard bestial, Hector regarde le personnage principal, s'exclame que personne ne l'a soumis à une telle humiliation dans la région. Norse s'approche d'un voyou assis sur le sol et lui donne un coup de pied sur le visage avec son pied, le félicitant pour la première fois. Un ami d'Hector, à l'écart, avec un couteau à la main, commence à s'approcher d'Emma, accusant de tout, menaçant de la tuer aujourd'hui. Mais notre personnage principal avec la vitesse de l'éclair est derrière l'ennemi et fait une capture. Le criminel tente de s'échapper, il tombe de ses mains couteau. L'ennemi est vaincu et avec un grondement tombe le visage sur l'asphalte. Cette image regarde la jeune fille et se demande qui est son sauveur. Norse Shep prend deux voyous et annonce avec un sourire une mission accomplie, offrant à Emma un paquet de diamants qui comprend une élimination complète de ces gars dont les traces ne seront même pas trouvées. Une étrangère n'est pas d'accord avec cela. Elle croit que son sauveur peut vraiment faire ce dont il parle. Emma remercie Norse et le bénit pour ses bonnes actions, mais Schweppes n'a pas besoin d'une bénédiction. Il offre des représailles avec insistance. La jeune fille répond qu'elle ferait mieux d'économiser de l'argent. Lui tend les billets et lui dit qu'elle manque un peu tant qu'elle ne peut donner que $300. Le personnage principal, en comptant l'argent, demande à la jeune fille à quel point est pauvre, mais elle jure de donner le reste de la somme plus tard, parce que seulement récemment pris un emploi. En se moquant de l'argent, Norse dit que tout le reste Emma peut payer en versement un pourcentage. En parallèle, il montre à un étranger comment ils agissent en leur compagnie avec des tricheurs, tout en donnant un coup de pied à Hector dans l'aine. Avec des larmes aux yeux, l'intimidateur demande comment c'est possible, et quel genre de personne est-ce qu'il a tellement humilié. La jeune fille décide de se présenter officiellement. Son nom est Emma Estonan, elle travaille dans le département de chirurgie de l'hôpital, et jure de payer le solde de la dette. Le personnage principal aime l'ouverture et la sincérité de la fille, il lui donne la possibilité de ne pas payer ce mois-ci. Emma s'incline devant son sauveur pour dire au revoir et dit qu'il est temps pour elle d'aller, ce que Norse lui fait signe de la main. Mais en rentrant à la maison, la jeune fille remarque que son héros ne la quitte pas, mais marche sur ses talons. Emma entre dans l'entrée et commence à monter les escaliers. Shep n'est pas en reste et suit. Elle ne se retient pas et, se tournant vers lui, dit qu'elle paiera avec précision la dette, et il connaît déjà son lieu de travail, et pourquoi tout cela savoir encore où elle vit. Ce à quoi l'agent lui répond qu'il croit en sa sincérité, et ici il est venu à un ami pour visiter qui vit dans cette maison. Emma commence à analyser tout ce qui est dit, dans leur maison seulement quelques appartements, et sa mère vient de dire qu'aujourd'hui, il devrait venir à un invité. Elle demande, et non Norse Shepsom, si le nom de son sauveur, ce à quoi le personnage principal est surpris et se demande comment son nom est connu d'un étranger. Après avoir réfléchi un peu plus, le personnage principal demande si elle n'est pas la fille d'un vendeur de beignets avec le nom de famille Estonan. Emma est embarrassée et confirme cette information. Elle ne savait pas qu'il y avait un oncle Norse devant elle pendant tout ce temps. Se détournant, Norse fronce les sourcils et ne croit pas que le frère de Estonan puisse avoir une si belle fille. Il parle avec maladresse de la petite différence d'âge qu'ils ont, alors elle ne l'appelle peut-être pas oncle. Mais Emma se tient à son côté parce qu'il est l'ami de son père. Fille avertie ne dort pas, et elle décide d'utiliser la position, parce qu'il est son oncle, en fait, elle n'a pas besoin de rembourser la dette. Mais même en tant qu'oncle, le personnage principal se tient sur son propre, ils ont déjà conclu un contrat qui ne peut être rompu ou annulé. Emma court vers Norse et lui demande de lui faire une réduction sur laquelle son oncle hésite et lui permet de ne pas payer d'intérêt. Mais tout le reste du paiement doit être payé. Après avoir négocié de petits changements dans le contrat, les gars entendent une personne monter les escaliers et prononcer leur nom. Devant eux se trouve la femme de Monsieur Estonan, et la mère à temps partiel d'Emma, son nom est Shena, et elle est extrêmement surprise et demande aux gars comment ils se connaissent. La fête commence, Monsieur Estonan et Norse décident de boire un verre d'alcool avant de manger. De la cuisine,
Les hôtesses crient aux hommes que dans quelques minutes tout sera prêt, et le personnage principal répond qu'ils peuvent, ne se précipitent pas. Dans la cuisine, parallèlement à la cuisine, la mère organise un interrogatoire de sa fille, si Emma n'était pas déjà familière avec un ami de leur famille, à laquelle la jeune fille répond par l'affirmative. La mère raconte que l'oncle est un bon gars, mais il n'a pas d'ambition et en plus il est paresseux, ce que la fille dit à sa mère de parler plus doucement, parce que Norse peut l'entendre. Norse assis derrière le mur avec un verre à la main est désespéré parce qu'il a tout entendu. Pendant ce temps, dans la rue du quartier malheureux, des bandits se rassemblent pour parler au patron de l'incident d'aujourd'hui dans le quartier. Un patron nommé Théodore allume une cigarette et veut savoir qui a attaqué son gang aujourd'hui. Hector, le visage gonflé des coups d'aujourd'hui, dit que l'homme qui les a battus s'appelait les Chapeaux Rouges. Plissé les yeux, le chef fait une bouffée et ordonne de commencer à prendre soin de la fille. Bourrant la nourriture sur les deux joues, Norse remercie sa sœur Shena pour sa cuisine excellente et délicieuse. La mère demande à la table s'il a blessé quelqu'un dans la société, à laquelle il reçoit une réponse négative. Le personnage principal ne peut pas se souvenir de quelques escarmouches avec le personnel, le seul moment est arrivé il y a quelques jours, quand il était malade et n'est pas allé travailler pour que le patron était en colère contre lui. Shena est surprise de voir comment le directeur principal a réagi à une telle situation, mais ce qui la passionne le plus, c'est la surveillance d'aujourd'hui que toutes les caméras sont constamment dirigées et surveillées par Norse. Le personnage principal essaie de ne pas montrer à l'esprit que cette information l'a fait se méfier, parce que si elle commence à creuser, il ne finira pas bien. Emma décharge la situation, en disant que l'oncle Norse est jeune et s'il a blessé quelqu'un, il peut facilement trouver un autre emploi. Mais son sauveur déclare qu'en fait, il s'entend bien avec tout le monde et ne veut pas changer son travail. Monsieur Étonnant note à quel point il aime la tolérance de son frère Norse et veut boire pour cela. Le personnage principal rentre à la maison et dit au revoir à tout le monde, remercie pour le dîner, Emma décide de passer son oncle. Norse va dans l'entrée et descend les escaliers, la fille court après lui et veut parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. L'oncle se retourne et lui dit de ne pas s'inquiéter à ce sujet et de rentrer à la maison, où il devra la sauver à nouveau. De derrière la porte de l'appartement des Estenant, la tête de Shena se lève et demande si les gars sont exactement inconnus. Emma dit avec peur qu'elle ne le connaît pas. La mère a peur, parce qu'une liaison avec une telle personne ne fera pas de bien à sa fille. La fille tire sa mère, parce que Norse peut tout entendre. En marchant dans la rue, le personnage principal pense que même les sourds auraient entendu leurs cris de l'escalier. Emma comme argument cite le fait qu'elle a déjà un petit ami, que Shena commence à s'endormir avec ses questions, jusqu'à ce que la jeune fille la supplie d'entrer et d'en parler dans l'appartement. De retour à la maison, Norse va habituellement au réfrigérateur et prend une seringue. Quelques jours se sont écoulés et aucune anomalie n'est observée. À la fin de cette dure journée, il décide d'aller au lit, et le lendemain, aller au bureau et découvrir qui le surveille. Dans la matinée, dans le bureau, le vice-président attend déjà le début d'un nouveau spectacle, car hier, il n'y avait qu'une petite épreuve. Enfin, elle reçoit un signal dans l'écouteur que la cible est en place. Kelly a ordonné à tout le monde de prendre leur position. Dans la porte de la société vient le personnage principal, tandis que les caméras suivent chaque étape. De la cabine du poste de sécurité, le garde s'échappe doucement avec une chauve-souris et la jette dans la tête de Norse. L'agent spécial ne dort pas, avec une vision latérale, il a vu ce que l'employé avait commencé à faire. Il intercepte la chauve-souris sans même regarder en arrière et la jette en arrière. Sa précision est frappante, la batte a volé le gardien directement au visage, le renversant. L'instigatrice est assise dans le bureau, fronçant les sourcils, et ordonne au groupe suivant de se préparer. Le prochain test est un travailleur avec un réservoir complet d'eaux usées sur la route, qui se déplace directement sur le personnage principal. Mais là aussi, Norse était sur ses gardes, remarquant le travailleur de la citerne, il a sauté à la vitesse de la lumière du chemin de ce char de merde. En conséquence, le travailleur lui-même, ne calculant pas la force, est tombé et tout le liquide puant a été versé sur lui. Kelly, regardant déjà 2 tentatives de vengeance échouées, ne comprend pas comment un nettoyeur ordinaire réussit. Le personnage principal entre dans le bureau du chef du département, que le chef lui demande de s'asseoir sur une chaise située en face de lui. Avec la décoloration du cœur, le vice-président regarde ce qui se passe, car elle a légèrement ajusté la chaise. Après tout, selon son plan, dès qu'il est assis sur une chaise, il tombe en panne. Pendant ce temps, Norse essaie de savoir pourquoi son patron l'a appelé. Le concierge s'assit calmement sur une chaise et, avec un air calme, continue d'attendre la réponse du patron pour savoir de quoi il s'agit. Le patron et le chef du département tombent dans la stupeur, ils ne comprennent pas pourquoi leur plan insidieux n'a pas fonctionné. Ne sachant pas quoi dire dans une telle situation, le patron commence à se fâcher contre le concierge en disant qu'il a fait un gâchis hier. Mais le personnage principal à ce moment-là ne pense que si même dans le bureau, il est suivi par des caméras. Le suiveur occupe une position très élevée.
Le chef oblige le nettoyeur à nettoyer les toilettes à tous les étages 3 fois par jour. Norse accepte volontiers l'ordre et se met au travail. Dès que la porte derrière Norse s'est refermée, le patron a décidé de vérifier la chaise surprise et s'est assis dessus. Seulement il s'est assis sur une chaise comme une broche en rotation. La base de la chaise a percé le ciel supérieur et s'est enfoncée directement dans le cul du patron. Kelly le voit à travers la caméra et ne peut pas comprendre pourquoi la chaise n'a pas fonctionné sur le nettoyeur. Lilith rentre dans le bureau de sa sœur et demande comment tout s'est passé, ce à quoi elle reçoit une réponse décevante. L'affaire s'est avérée plus compliquée qu'il ne le pensait. Mais le vice-président ne désespère pas et dit à sa sœur comment ce nettoyeur l'oblige à faire autre chose. La sœur aînée se demande ce que Kelly veut faire, ce qu'elle murmure secret à l'oreille de ses plans. Après avoir appris les plans de sa petite sœur, elle demande si c'est trop. Mademoiselle Fima répond qu'elle s'occupera de tout pour sa sœur. Le chef du bureau informe Kelly que l'après-midi, elle a une réunion, de sorte que le chef de l'entreprise reste elle. Au revoir, le vice-président envoie un baiser aérien et dit à sa sœur qu'elle fera bien son travail. Norse lave les planchers dans la pièce d'une salle de bain, il remarque finalement une caméra dirigée vers lui, il est agacé que même pendant le nettoyage, il continue à être surveillé. M-Shep commence à analyser si c'est peut-être la fille à qui il a peint le visage, mais elle n'oserait pas, sachant qu'il a une photo sur ses mains. Le personnage principal veut déterminer où cette personne est, il envoie ses molécules spions à l'étage administratif pour regarder autour. Ces espions ont vérifié tout le département, mais ils n'ont rien trouvé d'autre qu'un grand nombre de belles filles. Mais ici, l'une des molécules remarque l'étrangeté, Norse ne comprend pas ce que fait la fille, ne voit qu'une tache noire flotte sur le sol. À ce moment-là, il reçoit un appel et son patron lui ordonne de monter dans la salle de copie et de la nettoyer. Cette fille qui verse de l'encre sans laisser de traces est notre vice-président, une telle méchanceté lui apporte clairement du plaisir. Norse répond qu'il va le faire maintenant, et pense qu'une fois qu'elle veut faire affaire avec lui, il va jouer avec elle un peu. En entrant dans la salle de copie, le personnage principal se figea avec une expression d'horreur sur son visage, une énorme tache arc-en-ciel d'encre mélangée était versée sur tout le sol. Kelly salue le concierge et regrette qu'il ait dû venir ici à cause d'elle, mentionne le mauvais état de santé de sa sœur, alors elle a dû l'appeler. Norse regarde avec perplexité toute cette image et se demande comment cela aurait pu arriver. Le vice-président fait une apparition innocente et dit qu'il a accidentellement laissé tomber l'encre. Le personnage principal ne pense pas que ce soit un accident. Kelly dit que c'est bien que le patron ne soit pas à aujourd'hui, sinon elle aurait été très grondée. Norse ne croit pas quoi que ce soit que cette fille dit. Au cours de sa vie, il a rencontré beaucoup de gens qui voulaient le tromper, mais jusqu'à présent, personne n'a réussi. Le personnage principal se met au travail et dit la prochaine fois être plus prudent. Kelly voit un manque d'attention à lui-même de sa part et s'en étonne. La jeune fille pense qu'il n'y a pas un tel homme qu'elle n'aurait pas aimé, mais avec cela, elle commence à craindre qu'avec l'âge, son charme a diminué. Elle essaie rapidement de chasser de telles pensées, se reconnaissant comme la meilleure dans tout, en parallèle, remercie le nettoyeur. En frottant le sol, Norse pense qu'elle est si heureuse de lui mettre des bâtons dans les roues. Kelly court chez le concierge et attrape sa carte accrochée au cou avec des informations. Elle dit que son plus jeune s'appelle également Norse par coïncidence. Mais la jeune fille note que son frère n'est pas aussi grand que son homonyme. Norse lui informe du bouton sur son col, qui s'efforce de se détacher. Kelly met ses mains sur sa poitrine, rougissant, dit où M-Shep regarde. Le personnage principal voit un mauvais jeu d'acteur, il n'est pas égal, trop jeune et inexpérimenté. À l'intérieur de la jeune fille tout bouillonne de colère, comme il a osé regarder sa peau délicate, elle veut le tuer maintenant. Norse a terminé le travail et demande si quelque chose d'autre doit être enlevé. Kelly le loup, remarque comment maintenant il est devenu propre. Le concierge veut partir, mais sur son chemin se lève Mademoiselle Fima avec une tasse de thé, offrant en remerciement pour le travail de le goûter. Norse soupçonne que quelque chose ne va pas avec le thé, et tente de refuser poliment la jeune fille. Kelly n'est vraiment pas simple, elle a augmenté la dose de la drogue dans la boisson et se plaint du fait que personne n'avait préparé de thé auparavant et qu'il était impoli de refuser. Norse est d'accord, il a besoin de savoir pourquoi tout ce spectacle, et la fille est prête à ressentir toute la douleur sur son cul. Le personnage principal sent le laxatif dans la boisson, mais le boit, car aucun virus ne pouvait rien faire avec lui, ce qu'il serait d'une petite dose de laxatif. Il remercie le vice-président en disant que la boisson est rafraîchissante et qu'elle se réjouit que son plan ait réussi. Norse ne va pas simplement laisser aller la fille, il veut qu'elle se sente ce qu'est une vraie douleur à l'estomac. Le personnage principal crie brusquement. Kelly veut savoir ce qui est arrivé à cause de son cri. Elle a peur. Il s'approche d'elle et dit qu'il veut entendre son opinion, et rapporte des informations sur son hypothèse que la fille du 8e étage a caché son ressentiment. Norse partage ses observations avec elle. Où qu'il aille, les caméras sont constamment dirigées vers lui pour le faire. Il faut être du département administratif. Kelly pense à elle-même que le concierge a été beaucoup plus perspicace qu'elle ne le pensait, et dit que si quelqu'un suit,
cela ne signifie pas qu'il est intéressé par quelqu'un. Norse parle. Au début, il pensait qu'il viendra à l'esprit de suivre seulement un petit nettoyeur, cela n'a de sens que s'il a offensé quelqu'un. Kelly lui dit qu'il est une bonne personne et ne croit pas qu'il peut offenser quelqu'un, ce que le nettoyeur accepte et suppose que quelqu'un a de la sympathie pour lui. Norse avec arrogance continue de raisonner que s'il a aimé quelqu'un, alors c'est effrayant parce qu'il est un simple nettoyeur. Et donc la fille qu'il observe n'est pas visionnaire, laide, son caractère est terrible, tous ses mots sont collés avec des flèches dans l'amour propre de Kelly. Le personnage principal parle de la peur que seul ne peut pas résister à cela et espère que le vice-président l'aidera en disant cela. Il met sa main sur son épaule. Sur son épaule, il a laissé le virus, Norse a remercié la fille pour son problème écouté, et est allé plus loin pour faire son travail. Kelly est restée seule dans la salle de copie, et maintenant elle jubilait, parce que dans 3 heures, sa victime sera rattrapée par l'effet de la drogue. Norse est à l'arrêt et lit des informations sur le virus de la diarrhée dorée, qui commence à agir 3 heures plus tard. Il regrette de ne pas pouvoir regarder une belle femme en difficulté. À ce moment-là, une voiture rouge s'approche de lui. La fenêtre s'abaisse et le vice-président apparaît derrière lui. Elle est choquée par une telle coïncidence, car elle ne s'attendait pas à le rencontrer après le travail. Le personnage principal la regarde avec un sourire en essayant de comprendre ce qu'elle a prévu cette fois. Ayant inclus son charme naturel, la jeune fille le remercie une fois de plus pour son aide et propose d'aller dîner ensemble. Norse hésite, mais monte toujours dans la voiture et demande où ils vont manger, ce que Kelly garde l'intrigue et parle d'un bon endroit. La jeune fille appuie sur la pédale d'accélérateur dans le sol et la voiture se détache brusquement. L'intrigante dit qu'à son arrivée, il verra tout lui-même. Après avoir parcouru une petite quantité de temps, le personnage principal remarque qu'ils vont à l'extérieur de la ville, et lui dit l'hypothèse qu'ils vont manger dans le village. Dans sa tête, la jeune fille ne serait jamais assise à manger à la même table avec un tel, à son avis, la canaille, mais pour détourner les soupçons, elle a inventé une légende sur la ferme-restaurant, où il serait envoyé. Norse comprend son plan insidieux de l'emmener dans un endroit où il n'y a pas de toilette pour le faire passer pour une risée. Alors que Kelly pense à l'apparition rapide de l'action de son médicament, elle ne sait même pas dans quel piège elle a elle-même conduit. Ils commencent tous les deux un compte à rebours dans leur tête, anticipant la douceur de la vengeance, mais quelque chose ne se passe pas comme prévu. La vice-présidente ne comprend pas, selon ses calculs, le moment fatidique est venu, mais rien ne se passe, elle a immédiatement pensé à des pilules éventuellement en retard. Mais soudain, son estomac commence à se tordre sans pitié. Elle saisit son estomac et ne comprend pas comment cela pourrait lui arriver. La voiture freine brusquement au bord du trottoir. La jeune fille, saisissant une paire de serviettes, ouvre la porte et sort de la voiture. Norse lui crie de la voiture qu'il ne regarde pas le restaurant ici, ce qui lui donne l'ordre grossier de s'asseoir dans la voiture. Il sort de la voiture pour profiter du spectacle, en posant la question de savoir pourquoi la dame grimpe dans les fourrés. Et elle crie pour qu'il ne la suive pas. Les bras croisés sur sa poitrine, le personnage principal dit qu'elle peut dire directement si elle veut aller aux toilettes, sinon il pensera qu'elle a un fétiche fou. En colère, Kelly le traite d'idiot et lui demande pourquoi faire au milieu des fourrés avec un morceau de papier. La jeune fille décide d'aller un peu plus loin, de sorte que son compagnon ne voit pas cette image humiliante. Après avoir passé un peu plus en avant, elle décide et commence à enlever sa jupe. Mais la jeune fille n'a pas eu le temps de descendre complètement le fond. Comme Norse crie sur la présence possible de serpents dans les fourrés. Et si elle est en danger, vous devrez l'appeler. Une seconde plus tard, le personnage principal commence à rire et à dire qu'il a juste plaisanté. Kelly l'a déjà tué mentalement. Mais mademoiselle Fima se rend compte que tout va mal. Elle n'a pas seulement une crise de diarrhée. Elle commence à tousser, tombe sur ses genoux et se tient au sol avec ses mains tremblantes. Au sommet de la route, elle attend Norse. Il commence à s'inquiéter, car la fille n'est pas là depuis longtemps, se demandant si le virus de la diarrhée peut tuer une personne. Ici, à cause des buissons, Kelly arrive sur la route, debout à peine sur ses pieds, lui demandant d'appeler une ambulance. En allant vers son compagnon, elle trébuche sur la pierre et vole vers l'avant. Le personnage principal a le temps de l'attraper. Il remarque le sang sur les coins de ses lèvres. Paniqué, commence à penser à appeler une ambulance, qui est peu susceptible de l'aider ou lui-même essayer de faire face au virus. Conscient du peu de temps qu'il lui reste, il décide de tout régler lui-même. Par sa force, il essaie d'en extraire le virus, mais celui-ci le rejette. Norse se rend compte qu'à ce rythme sa compagne va mourir. Il décide d'essayer une autre façon, de surmonter un virus par un autre. Il crée un virus et suggère que l'imagerie peut augmenter les choses microscopiques. En plantant un autre virus, il avait un plan pour attraper un autre virus et l'augmenter d'abord, puis le détruire. Le virus subalterne pénètre instantanément dans le corps de la fille et, après avoir trouvé un camarade malveillant, l'enferme dans lui-même. Sur ordre, il est retiré du corps de Kelly avec le virus de la diarrhée dorée. Étant sur la volonté du virus de la diarrhée dorée augmente en taille, ce qui surprend le personnage principal. Après avoir remarqué le monstre Norse,
il pense à quel point ce virus est laid, il sort un couteau de sa chaussure et dit qu'il ne permettra pas de blesser d'autres personnes. Le virus regarde son créateur et parle avec un ensemble incompréhensible de lettres, et le personnage principal, quant à lui, brûle son couteau avec le feu et jure d'éliminer le monstre. La diarrhée dorée avec des cris attaque en premier, mais Norse a le temps de rebondir sur le côté. Le deuxième et dernier coup est porté par M. Shep avec son couteau de feu, qui coupe le virus en 2 parties. Après avoir gagné, le personnage principal se rend compte qu'il ne devrait pas libérer le virus, et pense qu'à l'avenir, il est nécessaire d'être très prudent avec cela. Mais Norse n'a pas été heureux pendant longtemps, il commence brusquement à tousser du sang et à se rendre compte de la force qu'il a perdue, initialement dans l'intention d'aider, mais a finalement causé des dommages à lui-même. Le personnage principal commence à se rappeler combien de tâches dangereuses il a survécu, et puis il peut mourir, il est un virus mineur. Quelques heures se sont écoulées, le soleil couchant commence à s'éloigner de l'horizon, Kelly étant consciente, essayant de comprendre ce qui s'est passé. En se levant et en s'asseyant sur l'herbe, la jeune fille se rend compte que son ventre ne fait plus mal. Devant elle, elle voit Norse couché dans le sang, elle essaie de demander s'il va bien, et pourquoi tant de sang. Kelly suppose que ce gars l'a sauvé, mais elle ne sait pas comment. La jeune fille prend une décision et appelle l'ambulance. L'histoire du personnage principal a commencé avec le fait que dans son enfance, il a perdu ses parents et un vieux bâtard l'a élevé comme son propre fils. Jusqu'à ses 8 ans, Norse a vécu dans les montagnes et commence dès son plus jeune âge à étudier les livres et les textes médicaux. À l'âge de 12 ans, le personnage principal a déjà appris à ouvrir les cadavres, ce que son vieil homme était incroyablement heureux. À cette époque, le garçon pensait qu'il pourrait devenir médecin à l'avenir, mais le vieil homme a décidé d'envoyer Norse à la guerre, où chaque jour il est sur le point de mourir. À ce moment-là, le jeune homme a commencé à penser qu'il deviendrait un soldat engagé, mais le vieux bâtard a décidé d'envoyer son fils dans un voyage meurtrier. Norse était jeune et de sang-froid, et quand il avait assez versé de sang et amassé une énorme fortune, le jeune homme pensait abdiquer le trône du tueur suprême. Mais ses plans ont changé comme d'habitude le vieil homme, simulant la mort du personnage principal, après l'avoir attaché à l'unité nationale en tant qu'agent indépendant. Le vieil homme était bon, a reçu de nouveaux documents, donc personne n'a eu de questions sur l'identité du jeune homme, mais dans l'une des missions, Norse apprend la mort du vieux bâtard. Avant de mourir, il a laissé au personnage principal une boîte en bois, et dans un testament, il a écrit qu'il ne pouvait l'ouvrir qu'en devenant assez fort. Le lendemain, après avoir reçu la boîte, Norse a essayé par tous les moyens et outils improvisés de l'ouvrir. Après cela, il s'est immergé dans le travail et a visité une douzaine de missions dangereuses, avant d'être affecté en Afrique de l'Ouest, où il a été infecté par un supervirus. Il semble que cela pourrait se transformer en tragédie pour le personnage principal, mais grâce à de telles circonstances, il a eu la chance d'une vie normale et calme. Dans le couloir de l'hôpital, Kelly est debout et discute avec le médecin, il dit que son compagnon va bien, seulement faible, et ses têtes sont complètement normaux. La jeune fille est surprise qu'aucune déviation n'ait été détectée, elle a littéralement senti la vie lui échapper à ce moment-là. Sur le lit d'hôpital, Norse est allongé pendant qu'il dort, des changements se produisent dans son corps, ce qui le fait se réveiller. En se réveillant, il essaie de comprendre ce qui se passe et où il se trouve, et avec cela, il ressent des sentiments inhabituels. Norse sent que tous ses méridiens ont été nettoyés, il a franchi la limite de ses capacités, qu'il ne pouvait pas dépasser pendant des années. Le voisin, assis dans la chambre sur le lit d'accent grave côté, regarde le personnage principal comme un fou. Shep sent qu'il est devenu 3 fois plus fort et maintenant il a peut-être ouvrir la boîte que son vieil homme lui a léguée. Kelly entre dans la chambre, dans ses mains, elle a un grand panier de fruits pour le patient, elle veut savoir comment Norse se sent. Le personnage principal accueille le vice-président, répond qu'il va bien et se demande comment la fille se sent. Mademoiselle Fima rougit et remercie Monsieur Shep, précisant s'il l'a sauvée. Il la prend pour des mots reconnaissants, mais laisse entendre avec un sourire qu'il remercie un peu différemment ces jours-ci. Le voisin de la chambre se leva instantanément du lit, et se dirigea vers la sortie, décidant de ne pas interférer avec la jeune fille. Remercier son voisin. Kelly est dans l'incompréhension. Norse explique qu'il s'est réveillé et a découvert qu'il était dans le coma depuis plusieurs jours, et s'il ne se présente pas au travail aujourd'hui, il sera viré. Kelly le rassure en assurant l'humanité de l'entreprise envers ses employés et qu'elle l'aidera personnellement à prendre des vacances pour lui. Le personnage principal continue à faire des allusions, dit qu'il balaie les rues, lui-même n'est pas riche, il a des factures d'hôpital. Mademoiselle Fima lui dit qu'elle a déjà payé toutes les factures d'hôpital et qu'elle lui remboursera le salaire pour tous les jours manqués. Après avoir traité des questions de base, Norse veut parler de combien il a coûté à la jeune fille son aide pour la journée, à partir de laquelle elle tombe à nouveau dans la stupeur. Il espère sa compréhension, sans ses compétences médicales, elle serait décédée, son compagnon risquait sa vie pour elle et prévient qu'elle ne demanderait pas beaucoup d'argent. Kelly se demande si elle est reconnaissante à Norse pour son salut, mais n'est-il pas trop confiant. Les gars commencent à négocier,
La jeune fille offre 1 millier de dollars, ce que Shep n'est pas d'accord, elle soulève le montant à 10 000. Ce que les personnages principaux demandent est de savoir si la vie du vice-président de leur entreprise vaut 10 000 dollars. Mademoiselle Fima est choquée par une telle audace, sinon 10 000, il s'avère qu'il veut 100 000. En souriant, Norse dit que cela lui convient, car, après tout, elle a un poste élevé dans l'entreprise et une telle somme pour elle comme une goutte dans la mer. À l'intérieur de la fille, une flamme de rage s'enflamme. Mais à l'extérieur, elle dit calmement qu'une telle somme n'est vraiment pas si grande pour elle. Mais avant, elle aimerait qu'il résolve une question. En rougissant, elle abaisse la voix à chuchoter. Kelly dit qu'il doit savoir, elle est décente et innocente. Ce jour-là, dans le coma, la fille était impuissante et vulnérable. Et il est, après tout, un homme. De retour dans la chambre, un voisin regarde, entendant les cris de Norse qui prétend qu'il n'est pas le genre de personne, mais lui confronte une fille qui ne peut pas imaginer ce qu'il aurait pu faire avec elle. La vice-présidente rappelle qu'elle l'a aussi sauvé quand il s'est évanoui, et qu'en général elle ne l'a pas forcé à la sauver. Il suffisait d'appeler une ambulance pour qu'il puisse être en congé. Kelly continue de plier sa ligne avec le fait que Norse pourrait l'utiliser. Le personnage principal est fatigué de se retirer et dit qu'il n'a pas besoin d'argent. L'héroïne change immédiatement de visage, souriant, le remerciant, avec tout son désir ici, il ne peut pas la vaincre. Shep avec colère se lève du lit et décide de rentrer à la maison, après avoir pris le dépôt pour payer le traitement de retour. Kelly est allée avec lui pour récupérer l'argent qu'elle avait mis sur son compte et le donner à Norse. Avec un grand bonheur, le personnage principal recalcule les factures, en espérant que ce montant lui suffira pour un certain temps. Avant de partir, il a finalement décidé de connaître le nom de sa petite amie par malheur. Kelly est pressé. Après avoir dit au revoir, il décide de partir pour ses affaires. En le regardant, la fille pense qu'elle voulait l'appeler pour dîner, mais maintenant il peut l'oublier. En arrivant à la maison de son vieil homme, le personnage principal commence à tourner toutes les boîtes de la commode vers l'extérieur, disperse les livres et les boîtes à la recherche d'une boîte en bois. Mais là, Norse se souvient avoir utilisé la boîte comme un support sous le pied de la table. En la saisissant, il pense que son vieil homme aurait dû y laisser quelque chose de bien. Après avoir pris la boîte à 2 mains, il met toute sa force à rude épreuve, car il a attendu ce moment pendant tant d'années. Le cercueil a succombé en l'ouvrant, il a vu un simple bloc-notes, cela l'a rendu fou, de désespoir, il les a jetés dans un coin de la pièce. De colère, le personnage principal est allé dans le réfrigérateur pour prendre un pot de bière froide, en passant maudire le vieil homme. Derrière lui, une lueur bleue commence à sortir de la boîte ouverte et la projection de l'homme apparaît. Norse prend une gorgée de bière avec agacement, sans voir ce qui se passe derrière lui. L'homme fantôme se retourne et crie qu'elle et le petit bâtard ne se sont pas vus depuis longtemps. Par surprise, Shep crache de la bière et ne peut pas croire ses oreilles. Devant lui se tient vraiment son défunt vieil homme qui commence son monologue. Il dit que Norse verra cette vidéo quand il ne sera plus en vie. Avec un sourire sur son visage et un peu excité, le personnage principal demande quel jeu son père a commencé cette fois-ci. Il continue à diffuser de la boîte que si Shep le voit, alors son pouvoir a atteint son apogée et il doit lui dire des choses. Le père révèle l'histoire vraie de sa mort. En fait, il est mort d'une blessure grave lors d'une compétition d'arts martiaux. En vérité, il est à la tête du palais de Hamrap, une ancienne secte. Ils ont un conflit avec une autre secte appelée les Plumes Volantes et tous les 30 ans, les deux sectes se disputent. À l'heure actuelle, les Plumes Volantes ont plus d'avantages sur la victoire, mais ce n'était pas toujours le cas. Dans la génération 63, la secte du palais comptait environ 3 étudiants. Et dans la génération 64, le seul membre du palais est resté Norse Shep. Le personnage principal ne peut pas le croire. Il est le seul élève restant. Le vieil homme continue de servir un flot d'informations. Le livre laissé dans le cercueil est un chef-d'œuvre de son école. Il punit son fils de s'y pratiquer et de se venger de la secte. Le fils, bien sûr, est choqué par toutes les informations qui lui sont révélées et pense que son père veut à nouveau l'envoyer à une mort certaine. Le vieil homme dit qu'il connaît son garçon, donc pour éviter un accident, il a empoisonné Norse. Et si son fils n'étudie pas le livre et ne nettoie pas avec l'aide de la connaissance de la veine du poison, il ne vivra pas plus de 10 ans. Shep court à la boîte avec des cris. Enfin, la projection du père dit que s'il s'améliore obstinément, il ne se débarrassera pas seulement du poison, mais atteindra également un nouveau royaume. Allongé sur le canapé, Norse pense à la façon dont le poison s'entend avec le supervirus à l'intérieur de lui. Alors qu'il ne peut pas traiter avec le supervirus lui-même, parce que la dernière fois, ses forces ont à peine assez pour combattre le virus de la diarrhée. Le personnage principal se rend compte que même après la mort de son vieil maudit ne lui permettra pas de vivre une vie tranquille. À sa grande surprise, le livre s'est avéré vraiment utile, il lit sur les 6 couches existantes et que même les génies de la génération précédente n'ont pas réussi à passer à la 3e des couches. Le personnage principal décide d'appliquer les connaissances acquises à partir du livre, se rend compte qu'il sera vraiment difficile de cultiver une technique secrète.
Il apprend que l'énergie intérieure est une force tyrannique, sa quantité est limitée, et qu'il y a de l'énergie QI, il est doué à une réserve inépuisable. Cette connaissance a fait ressortir son vieil homme. Si Norse continue dans la même veine, sa force augmentera. Mais pour vaincre la secte des plumes volantes, il devra se frayer un chemin jusqu'à la 3e couche. Ainsi, en pénétrant dans la 3e couche, il ouvrira un nouveau monde, ce qui pourrait lui permettre de perfectionner l'élixir de longévité et de prolonger la vie jusqu'à 3000 ans. Mais pour le moment, il a atteint la limite de ses capacités. La seule joie pour lui est qu'il y a encore plus de 20 ans avant la compétition des sectes. D'un tas de pensées dans sa tête, il est distrait par un appel au téléphone. C'est le vice-président a décidé de déranger sa victime. Le tube a entendu la question de savoir pourquoi Norse n'est pas allé travailler aujourd'hui, ce à quoi il répond sur la présence d'affaires si importantes qu'il a même oublié d'avertir tout le monde. Kelly peine à retenir un cri, se prend en main et dit qu'il prendra un jour de congé pour lui, et veut qu'il essaie de ne plus le faire. Le personnage principal promet de se rétablir et, en signe de gratitude, invite les filles à dîner demain soir. Debout près de la fenêtre panoramique avec vue sur la ville, la jeune fille demande et exprime l'hypothèse que c'est un rendez-vous. Norse se rend compte qu'il ne peut pas être remis, alors il répond que, comme ça, il ne comprend pas pourquoi il l'a invité à dîner. Lui, soupçonnant qu'en mangeant de la nourriture occidentale et en buvant une bouteille de Lafite de 200 ans, son stock stratégique d'argent va tout simplement se dissoudre. Mademoiselle Fima est hors de portée, parle de la file d'hommes qui rêvent de l'inviter à dîner, et si elle accepte, ne serait-ce pas injuste envers les autres. Pendant une seconde, le jeune homme est heureux de ses querelles, et dit qu'elle a raison, et il est un homme immoral doit être rejeté. Mais Kelly a tout décidé pour elle-même, et elle est prête pour son amour sincère de penser à qui elle n'était pas sur les Champs-Élysées depuis longtemps et pas Paul Lafitte. La jeune fille commence à énumérer ses désirs, dans la peur, Norse décide simplement d'éteindre rapidement le téléphone. Après avoir raccroché, le téléphone a sonné à nouveau, Shep a vu le numéro d'Emma et a décroché le téléphone, décidant qu'elle l'appelait sur le sujet de sa dette. Mais dans le tube, il y a une voix masculine qui demande si l'échapeau rouge est en contact avec lui. Norse est terrifié par la voix des hommes qui sortent du tube. Quel échapeau rouge? Il pense qu'il a décidé de le y épingler. Le personnage principal dit qu'ils ne peuvent pas le divorcer, et il va maintenant raccrocher. Mais là, il est informé que sa petite amie est avec eux et demande à Emma de dire bonjour à Norse. La jeune fille crie à l'oncle ne vient pas lui-même, à côté d'elle beaucoup de criminels et lui demande d'appeler la police. Le personnage principal entend un homme crier sur sa petite amie et lui ordonne de se taire, ce à quoi Norse demande ce dont ils ont besoin. Le voyou donne à l'oncle d'Emma 30 minutes pour se rendre à l'endroit où il enverra l'adresse par téléphone. En outre, le criminel a averti si Shep ne vient pas seul, alors il va tuer sa petite amie. Le personnage principal répond d'accord et, après avoir raccroché, se déplace sur le chemin. À ce moment-là, le patron dit à tous ses sbires d'être prêts à faire de l'ennemi de la farce. Hector, avec une béquille, s'approche de l'otage et commence à la menacer qu'une fois qu'ils auront fini avec son oncle, il la fera mourir. L'un des bandits montre la peur et demande s'ils peuvent résister à l'ennemi, ce qu'il reçoit sur la tête d'un autre membre du gang, qui lui dit de ne pas douter, parce qu'ils sont sous la direction du patron Théodore. Le patron décide d'approcher Emma et d'expliquer qu'il n'est pas le genre de personne qui ne discerne pas le ressentiment. Il promet que si l'échapeau rouge vient à la réunion et ne viole pas le contrat, il ne la dérangera pas. Hector contre un tel scénario, à son avis, la fille est coupable d'avoir été mutilée et veut la torturer à mort. Théodore pense à ce moment-là que son associé n'est pas digne de s'amuser avec une telle fille. Le patron pense que pour s'amuser avec une telle mignonne, vous devez être la même personne héroïque que lui. Il dit que tout doit être raisonnable, qu'ils ont été battus par un foulard rouge et que la dame n'a rien à voir avec ça. Hector est choqué, il est fondamentalement en désaccord avec la déclaration du leader et pense qu'il veut juste perdre avec sa femme. Le patron dit qu'il est désolé, parce que la jeune fille a tout à vivre, il décide de se présenter à une jeune personne. Son nom est Théodore Revent et il a un certain poids dans ce quartier. Emma demande à Théodore de ne pas aller aussi loin et d'épargner son oncle, et elle les remboursera plus tard. Le chef s'approche d'elle et, prenant le menton, demande combien il y aura, vaut le service, et il a peur que ce ne soit pas suffisant. Le patron plane au-dessus d'elle et dit qu'il peut sauver la vie de son oncle. Il agite la captive et lui donne une gifle tout en continuant à dire qu'il ne peut sauver la vie de l'échapeau rouge qu'après ses explications. La prisonnière montre son caractère et crie qu'il recevra ce qui lui est dû, à quoi il entend la réponse. Théodore dit qu'elle ne peut pas survivre seule dans la jungle. Tout à coup, on entend un coup de tonnerre qui résonne dans le hangar, tout le gang se méfie. Hector, jaloux de la figure dans l'allée, crie au chef que c'est le bâtard. Emma crie aussi à son oncle de fuir parce qu'ils ont des armes. Mais notre personnage principal ne va pas aller n'importe où, il est peu à peu entouré par des bandits, en mettant des bites et des couteaux prêts. Théodore s'assoit sur une chaise et allume un cigare, il note l'audace de Norse qui est venu seul ici, et qu'il voit en lui un homme, cela lui fait montrer du respect.
Ce à quoi le personnage principal dit avec sarcasme que la mère de Théo connaît bien l'homme Norse ou non, et lui demande si elle lui a transmis cela. Les sbires sont figés dans la peur, et le chef du gang a commencé à crier que le Nord aujourd'hui va mourir. Le personnage principal ne sait pas qui passe la route. Ignorant le discours du criminel, Shep crie qu'Emma attend un peu plus, et il va les sortir d'ici. Le personnage principal dit qu'elle ne s'inquiète pas, parce que c'est un service gratuit, et se tournant, il remarque deux visages familiers, et demande si ce ne sont pas les perdants de ce jour-là. En regardant dans leurs visages battus, il dit qu'il ne s'attendait pas à les battre cette fois-ci et demande s'ils ne veulent pas qu'il les batte une fois de plus. Hector jure qu'en ne battant pas les chapeaux rouges à mort aujourd'hui, il ne pourra pas se considérer comme un homme. Mais Norse ignore le bandit et se tourne vers le chef, parce que s'il a bien compris, il a récemment giflé sa petite amie. Ce que Théodore lui dit de ne pas s'inquiéter et de penser à ne pas se faire gifler. Le personnage principal commence à s'échauffer, demandant en parallèle comment ces déchets ont pu prendre pied dans la région. Le combat décide de commencer par l'un des bandits, avec un cri et une chauve-souris levée. Il court de l'arrière à Norse en essayant de le frapper avec une chauve-souris sur la tête. Norse n'hésite pas à réagir, avec un coup de pied dans le visage du voyou, il s'envole, laissant tomber la chauve-souris. Après avoir remarqué un tel niveau d'arts martiaux, Théo se rend compte qu'il a sous-estimé l'ennemi et ordonne à toute sa bande d'attaquer. Tous les bandits sont arrachés, en soulevant des morceaux et des couteaux, ils sont prêts à se battre à mort avec l'ennemi. Avec les deux premiers adversaires, Norse tient une capture, de sorte que les bites qui tombent de leurs mains, ils bloquent leurs coups et les dispersent dans des directions différentes. Il est le seul à avoir été envoyé à knock-out avec les poings d'un tyran. Il a dispersé tout le gang seul. Théo est sous le choc et ne peut pas croire que ses hommes n'ont même pas vraiment pu toucher l'ennemi. Emma, en regardant ce combat, est étonnée, parce que son oncle est vraiment magnifique. Hector tombe à genoux devant Norse, il demande à être épargné, car il est maintenant infirme et ne peut rien faire dans cet état. Le personnage principal lui demande d'attendre, son tour viendra encore, et il va régler les comptes avec lui plus tard. L'intimidateur continue de supplier Shep de le laisser partir, alors il le servira, et Emma est traitée comme sa propre sœur. Théodore dit que son ennemi est vraiment quelque chose, Norse le considère comme une fois qu'il a été vu, il est toujours là. Le chef du gang dit que c'est la première fois qu'il fait face à un tel rival, en disant cela, il met une main derrière son dos. Après avoir remarqué ce mouvement, Norse dit que si l'ennemi veut obtenir une arme, laissez-le faire immédiatement et il ne voit pas l'intérêt de parler à ce sujet. Théo sort le pistolet et le dirige directement vers le personnage principal, avec enthousiasme en disant que c'est un véritable pistolet. Après avoir remarqué un changement dans le résultat du jeu, l'intimidateur, qui implore le pardon, court vers le patron et commence à s'agenouiller et à supplier le pardon. Théodore devient fou d'un tel transfuge et, sans se retenir, frappe Hector au visage avec son pied. Ensuite, il dirige le museau vers le traître et demande quel droit il a de se vanter ici, promet de le tuer maintenant. Norse décide d'intervenir et de lui demander s'il s'est trompé en supposant que le chef ait un Glock 17 entre les mains, et il espère sincèrement que Théo ne l'a pas rempli de balles domestiques, car elle pourrait exploser dans le canon. Irrité, le patron dirige le pistolet sur le personnage principal, en disant qu'il n'a pas besoin d'être courageux, il ne gagnera pas la balle avec ses poings, mais peut plutôt devenir son disciple. Cependant, si son rival refuse sa bonne volonté, il laissera sa vie ici et maintenant. Avec un sourire sur son visage, Shep dit qu'il sait pourquoi Théo n'a toujours pas tiré, car Théo est faible et a simplement peur de tirer sur la gâchette. Le patron ne tolère pas une telle audace et commence à crier qu'il n'a pas peur et aujourd'hui, il va tuer Norse. L'agent spécial agit rapidement aidant ou arrache une arme au chef impétueux. Et encore une fois, ils ont changé de rôle. Shep dit que lorsque Théodore jouait avec de la boue, il jouait déjà avec des armes, décide également de clarifier combien cette merde a coûté. Le chef répond que pour 50 000, ce qui en réponse reçoit une crosse sur la tête et en plus d'une tirade de Norse qu'il a acheté un faux. Le personnage principal démonte le pistolet en un instant et les jette devant Théo, lui demandant s'il est riche ou si stupide. Le patron comprend que c'est fini et admet qu'il a eu tort, qu'il entend qu'il ne vaut pas à peine d'en parler, mais qu'il vaut mieux faire preuve de sincérité. Théodore sort le couteau et, assis, le colle dans sa jambe gauche, demandant si le frère de Norse est satisfait. Le gagnant se tient debout et, piquant dans le nez, répond que, bien sûr, cela ne suffit pas. Théo, réuni avec ses forces, enfonce le couteau dans la jambe droite un peu plus haut, ce à quoi il entend que ce n'est toujours pas assez sincère. Le chef supplie Norse qui se tient devant lui de lui pardonner, car il a la garde d'une vieille grand-mère et d'une jeune femme dont il ne peut pas laisser seule. En outre, il s'adresse à Mademoiselle Estonant, en disant qu'il était gentil avec elle et a protégé contre les gars du gang et maintenant il demande de l'aide. Emma demande à son oncle de s'arrêter parce qu'elle est sûre que tout le monde est déjà assez puni et qu'ils n'oseront plus faire quelque chose de mal à l'avenir. Norse lâche les criminels restants et commence à faire allusion à l'argent dont il a besoin, et il les a dépensés sur la route, et il était très peur de cette situation.
Théodore est tout à fait d'accord et admet qu'il doit réparer le préjudice moral, il demande quel montant est nécessaire, il remboursera tout. Le gagnant exige 1 million, ce qui ne laisse rien au perdant. Comme il l'accepte, il demande le numéro de la carte et promet de transférer la totalité du montant demain. L'oncle s'approche d'Emma et lui détache les mains, rassurant que tout ira bien et maintenant ils vont finalement quitter cet endroit. Avant de partir, Théo tend une carte de visite au personnage principal, de sorte que s'il avait besoin de quelque chose, il pourrait toujours appeler et lui donner les clés de sa voiture, en disant que s'il n'avait pas ses pieds, il les aurait emmenés lui-même. En sortant dans la rue, et assis dans la voiture, Norse note que le chef de gang sait beaucoup dans les voitures, parce qu'il est non seulement luxueux, mais aussi très agile. Emma est embarrassée et remercie son oncle pour le salut parce que si ce n'était pas pour lui, elle ne sait pas ce que cela aurait pu finir. Shep se résume au fait qu'elle a déjà payé pour le service et qu'elle est la fille du frère de Estonan, et ils sont liés par une relation, de sorte qu'il ne prendra même pas une compensation pour le voyage en voiture. À quoi la jeune fille se souvient qu'il venait de faire chanter le patron de Théo pour 1 million, alors elle ne remboursera certainement pas les frais de la voiture. Mais Shep lui expliquera qu'il n'a fait chanter personne, c'est une compensation pour le préjudice moral. Elle n'imagine même pas comment il était nerveux quand l'appel a retenti. Ces mots ont rendu le cœur d'Emma plus fort, parce que son oncle était nerveux à cause d'elle, et il se soucie vraiment d'elle. La jeune fille essaie de calmer son cœur et ses pensées en effet. D'abord, elle a déjà un petit ami, et d'autre part, il est encore son oncle Norse. Mais, même en dépit de tous les facteurs ci-dessus, pour elle, il a vraiment l'air cool. Elle dit que son oncle est vraiment cool pour elle, ce à quoi elle entend répondre à propos de ce qu'il est tout à fait normal. Emma décide également de proposer à la place de son oncle d'appeler son frère, et reçoit un refus, parce que Norse est déjà habitué à un tel traitement. Et au début, il lui a donné une chance de l'appeler ainsi. Sur quoi la fille commence à bouder et à parler du fait qu'elle a changé d'avis, car ils n'ont pas beaucoup de différence d'âge. Oncle dit qu'elle et son père sont de vieux amis et l'appeler oncle est plus correct, il ne l'appellera jamais sa petite sœur. Il l'amène à la maison, et décide d'attendre jusqu'à ce que la jeune fille monte à son appartement. En se retournant, Emma décide d'exprimer ce qu'elle ressent envers Norse. Pour elle, il semble avoir construit un haut mur dans son cœur. À première vue, il semble si sociable, mais dès que quelqu'un le voudra, il se rapprochera de lui, il découvrira un grand mur froid. Le personnage principal rit, en commençant à faire semblant d'être un imbécile qui n'a même pas terminé l'école secondaire et n'est pas en mesure de ce qu'elle dit. En souriant, Emma dit qu'elle a toujours rêvé d'un frère aîné et qu'elle voulait donc le traiter de cette façon, sans avoir de mauvaises pensées. Tout comme la jeune fille dit qu'elle a remarqué à quel point il est un excellent conducteur et connaît les arts martiaux. Ayant tout cela, elle se demande pourquoi il travaille comme simple nettoyeur. Shep répond que le nettoyage des choses sales lui donne la tranquillité d'esprit, et demande à Emma si c'est mauvais de travailler comme concierge. L'héroïne dit qu'elle ne croit pas aux excuses de son oncle, elle sent qu'il a traversé beaucoup de choses et que son corps et son esprit sont plutôt épuisés. Le personnage principal affirme qu'elle est trop tout embellir, parce qu'il n'a même pas de permis de conduire. Norse est sur le point de partir et dit à Emma de rentrer à la maison parce qu'elle est probablement fatiguée à jour. Enfin, l'héroïne lui crie de penser aux mots qu'elle a prononcés et n'a pas oublié de rendre la voiture au propriétaire. Sur le chemin du retour, la jeune fille pense à combien son sauveur a dû passer pour la vie. Assis dans la voiture, Norse pense à quel point Emma est jeune, mais maintenant elle est trop de vin. Il sent le froid dans la voiture, levant la tête, il voit une trappe ouverte d'où l'on peut voir le ciel étoilé. En démarrant la voiture, il se demande quand il a regardé les étoiles pour la dernière fois. Le personnage principal vient à l'ATM pour retirer de l'argent et se faire plaisir avec quelque chose de délicieux. Après avoir retiré l'argent, il se sent comme quelqu'un le surveille, Norse pense oser pickpocket l'attaquer ou non. Shep remarque qu'au coin le plus proche, une fille le regarde sous les yeux. Mais il voulait se demander comment elle oserait lui voler de l'argent. Comme un étranger saute devant lui, bloquant le chemin et criant pour qu'il attende. Le personnage principal ne comprend rien, il suppose que c'est le premier vol, donc tout est si peu professionnel. La jeune fille avec une expression sérieuse du visage, demande bruyamment s'il a retiré beaucoup d'argent. Norse lui demande si cette question ne lui semble pas faute, ce à quoi elle change de libellé, lui demandant s'il a besoin d'une faveur. Elle offre un service qui le rendra heureux, il se retourne et dit qu'elle ferait mieux de chercher quelqu'un d'autre. Avec une voix tremblante, elle lui demande d'attendre, en disant qu'elle n'a pas besoin de beaucoup. Elle promet que le service lui coûtera pas cher. Norse décide de préciser à quel point il n'en a pas besoin. Les mains jointes sur sa poitrine, elle regarde droit dans le visage de l'étranger, des larmes coulent sur ses joues, elle appelle le prix de 20 000 $. Le personnage principal commence à rire, en disant que personne ne lui paiera cet argent. La jeune fille répond avec confusion qu'elle est étudiante et lui tend un étudiant. Tenant des documents dans ses mains, l'étranger verse des larmes et dit qu'il vient d'atteindre l'âge adulte, c'est sa première fois et elle a l'air bien en général. En parcourant les documents,
il apprend que la jeune fille s'appelle Tina et dit qu'il ne croit pas à l'authenticité de ces documents. La jeune fille affirme désespérément que s'il ne la croit pas, il peut clarifier dans le département de son université. North lui jette ses papiers et lui dit d'arrêter de faire ça et de ne pas déranger sa mère. En entendant cela, la jeune fille dit que sa mère est à l'hôpital, et elle accepte de le faire et pour 15 000, elle commence une crise de colère. Le personnage principal regarde la jeune fille et se souvient quand il a pleuré et a dit au vieil homme de l'accepter. North lui demande si elle est vraiment prête à le décider, elle hoche la tête et lui propose de louer une chambre d'hôtel. Tina est assise tranquillement sur le bord du lit d'hôtel en attendant que North arrive. En entrant dans la pièce avec un paquet d'argent, le personnage principal lui demande de verser de l'eau chaude, car il faisait très froid dehors. La jeune fille verse docilement et lui tend un verre d'eau, ce qui entend la gratitude et la demande d'aller prendre une douche. Tina demande à son client de se présenter, mais North ne voit pas ce besoin particulier. Mais il semble toujours que son nom est North Shep, il a 25 ans et il travaille comme concierge, ce à quoi la jeune fille est sincèrement surprise. Shep dit que, bien sûr, ce n'est pas une profession particulièrement respectable, ce à quoi Tina se réfère et dit que les qualités d'une personne sont plus importantes que toutes les choses extérieures. North commande et lui ordonne de quitter la philosophie et d'aller prendre une douche. Tina a également obéi à la direction de l'âme, après avoir demandé si elle pouvait fermer la porte de la salle de bain. En fermant la porte derrière elle, la jeune fille réfléchit au fait que son client est différent des autres hommes qui la regardaient toujours avec des yeux lascifs. Elle se sent comme il ne veut pas lui faire du mal, au contraire veut l'aider. Debout sous les jets d'eau chaude, Tina se demande combien payer les nettoyeurs, parce que 2,0000, ce n'est pas une petite somme. Elle croit que si tout se passe comme ça, elle doit remplir son rôle d'aujourd'hui, afin qu'elle ne lui reste pas due. Tina sort de la baignoire, couvrant à peine ses lieux causaux avec une serviette, et informe North qu'elle a fini de prendre une douche. En regardant à quel point elle semble sans défense, il voit à nouveau des souvenirs où il est tout aussi impuissant. Shep se lève et prend une autre serviette, passant devant Tina, il lui jette la tête nue, la couvrant complètement. Enveloppée dans une serviette, Tina est perplexe, veut savoir s'il a changé d'avis sur le service. Son client répond qu'il n'est pas d'humeur, mais il tiendra sa promesse, assurant qu'elle ne perdra pas un centime de ce qu'elle méritait. Mais avant que North lui donne de l'argent, il veut savoir pourquoi elle a décidé de se vendre. Tina avoue que sa mère est à l'hôpital et qu'elle a besoin d'une opération. Elle doit collecter de l'argent avant demain, sinon sa mère sera en danger. Le personnage principal se demande si c'est 20 000 maladies de sa mère, à laquelle la jeune fille commence à secouer négativement la tête. North veut savoir si Tina va continuer à se vendre, elle répond qu'elle est prête à tout pour que sa mère survive. Shep a une contre-offre, il lui donne 200 000 $ pour 2 ans à l'avance, en retour, elle le fera, lui cuisine, et nettoyer à tout moment. Tina ne comprend pas pourquoi elle lui, parce qu'il peut embaucher un nettoyeur professionnel et cuisinier. Ce que le personnage principal commence à expliquer, c'est qu'elle devra rembourser cet argent et devra payer un intérêt supplémentaire. La jeune fille commence à pleurer de bonheur, remercie son sauveur, pour elle, il s'est vraiment avéré être une bonne personne. North est mal à l'aise parce qu'il comprend que c'est un pourcentage et 2 ans de son travail gratuit, et après cela, elle le trouve bon. Tina lit attentivement le contrat et Shep la pousse, car elle veut rentrer à la maison rapidement, la jeune fille finit par signer. Debout à la porte, enfin, le personnage principal dit qu'elle ne fait plus de bêtises, sinon sa mère sera attristée d'apprendre à ce sujet. Tina heureux se couche sur le lit et pleure de bonheur, elle a finalement rencontré un homme bon. North se promène dans la rue et réfléchit à ce jour, il est devenu un sponsor pour une étudiante, son vieil homme le saurait. Il se moquerait de lui. Le lendemain, dans l'ascenseur, le concierge reçoit un message téléphonique sur le transfert de fonds d'un montant de 15 millions. C'est Théodore qui lui a envoyé le préjudice moral promis, en lui versant 500 000 de plus, il n'est clairement pas stupide et sera utile à l'avenir, spécule North. En sortant de l'ascenseur, il remarque une dame de glace qui lui est familière, ils se sont rencontrés à nouveau et il veut savoir comment elle va. Elle se détourne, l'ignorant ostensiblement, à quoi il commence à rappeler qu'il peut mettre sa photo sur le forum, elle répond qu'il n'osera pas. Le personnage principal commence à taquiner Lilith en lui montrant une photo avec des inscriptions sur son visage, elle l'appelle sournois et sans vergogne. North s'approche d'elle et dit qu'elle le connaît mal, s'il se connaissait, elle aurait su à quel point il était vraiment sournois et sans scrupules. Le chef du bureau commence à crier qu'elle a rencontré beaucoup de gens comme lui, et maintenant elle n'a pas le temps et elle lui demande de ne pas déranger. Pour la confrontation entre le concierge et Lilith, les caméras sont surveillées par Kelly, elle pense que North a fait et pourquoi sa sœur est si offensée. Au milieu de ses pensées, Mademoiselle Palma entre dans le bureau et demande à partir du seuil comment tout se passe avec ce bâtard, mais sa sœur avait trop de travail et n'avait pas le temps de se venger. Kelly est très curieuse de savoir pourquoi sa sœur aînée n'est pas apparue au travail depuis des jours, peut-être qu'elle a un petit ami. Lilith s'assoit sur le canapé et dit qu'elle n'a pas de petit ami, mais très probablement elle se mariera bientôt.
Miss Fima ne comprend rien et demande à sa sœur de s'expliquer. Lilith dit qu'elle est inquiète et qu'elle vient juste d'en discuter avec elle. La jeune sœur est mécontente d'apprendre que son élue Lilith sera un type désagréable nommé Suren. Kelly ne comprend pas comment le père de Lilith ne voit pas ce bâtard au visage humain et au cœur animal, au poste de futur mari de sa fille. Mais ses parents l'aiment parce qu'il est le futur président de la société. Il a de bonnes manières et il parle et fait les choses avec grâce. La petite sœur ne se calme pas et déclare qu'il ressemble à un hypocrite. Lilith se rend compte que c'est peut-être faux, mais son père a la mort et les médecins disent que le temps passe. Après avoir appris la fortune de son oncle, Kelly comprend ses motivations pour épouser rapidement sa fille. Mais ici, l'idée lui vient à l'esprit que si la sœur aînée prend l'initiative et ramène le gars à la maison, Mademoiselle Palmant ne pense pas que les idées de sa petite sœur pourraient être bonnes. Mais Kelly est ravie de son idée, avec un tir de 2 oiseaux. Papa sera heureux et Suren abandonnera et reculera. La seule question est où ils vont trouver son petit ami, mais la petite sœur décide de prendre les choses en main et de trouver une personne en qui vous pouvez faire confiance dans une telle question. Lilith accepte et dit qu'elle doit courir sur les affaires qui se sont accumulées en son absence. Kelly reste seule et commence à penser à un candidat approprié. Pourquoi, dès qu'elle pense à la bonne personne, elle se présente à North Shep. Sa candidature est appropriée, car il est tombé sur l'argent et acceptera de jouer le rôle d'un gars. Mais il y a un problème, Lilith le déteste. Le vice-président décide de prendre rendez-vous et appelle directement North. Il ne veut pas vraiment décrocher le téléphone, car il sait que la conversation passera sur le dîner. Il répond et elle l'appelle immédiatement pour aller au parking. De là, ils iront au restaurant. North n'est pas content d'une telle coïncidence, mais hier, il a donné une grosse somme d'argent, et aujourd'hui, il sera de nouveau divorcé pour de l'argent. En descendant sur le parking, il remarque immédiatement une voiture rouge avec les phares allumés et s'y assied. Dès que Shep apprend qu'ils vont sur les Champs-Élysées, il exprime son mécontentement et appelle cela un gaspillage. En regardant Kelly, il lui demande ce qui lui est arrivé et ce qu'elle a en tête. Elle dit qu'elle veut demander à North de lui faire une petite faveur. Elle ne décide pas de lui parler maintenant de son idée. Le personnage principal ne comprend pas ce qui s'est passé. Et pendant ce temps, ils sont déjà arrivés au restaurant. Son compagnon, sortant de la voiture, se tient debout, regardant la grande connaissance du restaurant, et Kelly le pousse à entrer. Dès qu'ils entrent tous les deux dans la salle, les serveurs font immédiatement attention, notant quelle belle fille, et le galet à côté d'elle. Le vice-président veut clarifier si son compagnon aime de tels endroits. À son North répond qu'il ne se soucie pas de remplir l'estomac. Kelly dit que c'est la première fois qu'elle dîne seule avec un homme, alors elle a choisi un endroit digne de ce nom. Mademoiselle Fima appelle le serveur et fait une commande, 2 steaks, une salade de fruits et une bouteille de 90 de Lafite. Après avoir remarqué le mécontentement sur le visage de North, elle demande ce qui ne va pas, et il commence à raisonner à haute voix sur le prix des plats, qui coûtera environ 1 millier et le vin vaut plusieurs centaines. Mais il dit qu'il peut se permettre de tout payer aujourd'hui. Le serveur s'approche et lui met un steak sur la table. North demande au serveur combien coûte le vin qu'il lui a apporté. Le serveur indique le coût de 21 000 $ la bouteille. En buvant un verre, le protagoniste dit qu'il ne doute pas que le vin à 50 $ du magasin sera meilleur que cela. Le serveur devient très gêné par de telles déclarations, mais il est rassuré par la fille et dit que son compagnon a juste plaisanté. Lorsque l'employé est parti, elle a demandé pourquoi il avait parlé de la célèbre Lafite, à laquelle elle a reçu une contre-question. Si elle comprenait le vin. Elle répond négativement, mais elle se demande si le nettoyeur connaît le vin rouge. À propos de lui-même, North pense que ce n'est pas tout à fait, mais il a en quelque sorte vidé toute la collection du vieil homme Rothschild. Kelly rappelle qu'elle lui a posé la question, à quoi il répond, ce qui ne signifie que dans le balayage des sols, pas dans le vin, mais sur Internet, ils écrivent que Lafite 92 est composé d'un mélange de cône et de violette. La jeune fille affirme qu'avec son utilisation, vous pouvez également sentir le goût du jasmin, et elle doute qu'il soit capable de ressentir ce goût. North dit qu'il peut profiter de l'odorat, même dans la foule. Il peut trouver une personne dans la foule par l'odeur corporelle. Sa compagne est surprise par une telle capacité et propose de vérifier s'il peut se souvenir de l'odeur de sa sœur et s'il est sur elle. Ce à quoi il répond, le concierge sent une odeur familière, et il demande, cette brute dans l'ascenseur est sa sœur. Kelly confirme cette information et veut savoir pourquoi sa sœur est si attaquée à lui. Après avoir appris toute l'histoire, elle est assise et ne comprend pas comment il aurait pu faire cela à sa sœur. North, décidant qu'ils avaient déjà fini, dit au vice-président de monter dans la voiture et de l'attendre quelques minutes. Elle est contre et ne comprend pas pourquoi ils ne peuvent pas partir ensemble, ce à quoi le personnage principal dit qu'elle ne sera qu'un fardeau, car elle ne peut pas courir rapidement. Enfin, Kelly se rend compte qu'il ne veut pas payer pour le dîner, et elle se demande où est l'argent qu'elle lui a donné. North insiste sur le fait que Lafite était un faux, mais la jeune fille ne croit pas que le faux vin n'est pas une raison de partir sans payer. Mais une certaine excitation en elle éclate,
et elle décide qu'elle attendra un compagnon dans la voiture pendant que Shep commande 2 autres steaks. Après avoir surmonté un couple de steaks, le serveur s'approche de lui, offrant de payer la facture, ce que le personnage principal demande d'attendre 1 minute. Le serveur, n'ayant pas le temps, se souviendra de lui, Norse court devant lui, le serveur crie à la sécurité qu'il faut arrêter l'intrus. Courir dans la rue, il saute immédiatement dans la voiture, donnant l'ordre de démarrer la voiture et de gazer. Pour ne pas ternir sa réputation, la jeune fille à la vitesse maximale se précipite sur la piste, mais à un moment donné, elle ralentit et dit que son compagnon peut descendre ici. Norse demande si elle pourrait le déposer en ville, ou si elle veut qu'il dépense pour un taxi, ce à quoi Kelly répond qu'il a déjà économisé $20 000 pour le dîner aujourd'hui. La voiture part, laissant la poussière derrière elle, et au revoir, la fille dit de ne pas être en retard pour le travail demain. Norse décide de ne pas dépenser de l'argent en taxi, il suffit de marcher jusqu'à la ville à pied. Mais aller loin, notre héros n'a pas réussi, parce que sa vitesse dans l'obscurité est abattue par une voiture bleue. La voiture freine et s'arrête tandis que Shep est allongé sur le tarmac. De la voiture bleue court déjà à la douleur pour nous une fille familière, Lilith dans la panique s'enfuit, demandant comment il se sent et s'il peut se lever. Elle panique, ne comprend pas ce qu'elle doit faire, et, par dépit, son téléphone est faible. Norse la regarde et pense qu'elle vient d'abattre un homme, et elle-même, pour une raison quelconque, fait tout comme une tortue. Même dans de tels moments, la veine entrepreneuriat ne quitte pas le personnage principal, car la fille est le PDG, et cela peut être bien gagné. Shep lève une main pour attirer l'attention de Lilith, qui est heureuse de voir qu'il est encore en vie. Elle s'assoit à côté et s'excuse, demande où est son téléphone. Elle appelle une ambulance, mais Norse suppose que son téléphone est cassé. Norse commence à pleurer, et de demander pour ce qu'elle est avec lui, où il est si mal dans la vie, il ne veut pas mourir maintenant. Lilith jure qu'elle ne l'a pas fait exprès et demande à nouveau où est son téléphone. La jeune fille se blâme, il n'était pas nécessaire de se laisser distraire par les pensées de Suren. Norse, bien qu'elle déteste, c'est un homme vivant. Le personnage principal dit qu'il ne la blâme pas pour cela. C'est la vie et avant qu'il ne meure, Shep veut qu'elle remplisse une de ses demandes. La jeune fille prend sa main et dit que si elle peut l'aider, elle fera tout. Norse lui demande de transférer de l'argent sur son compte bancaire, Lilith est stupéfaite. La victime explique qu'elle a vécu dans la pauvreté pendant plus de 20 ans, et qu'elle veut partir dans un autre monde pour que, lorsqu'elle y rencontre ses parents, elle n'ait pas honte. La jeune fille accepte, Norse lui tend son téléphone avec son numéro de compte déjà spécifié. Alors que les transferts étaient effectués, un gang criminel s'est approché des gars sur la route. Le chef du gang accueille les gens sur son chemin et se présente sous le nom de Zermon, et présente également ses amis motards. Lilith demande ce qu'ils sont pour les gens, une fois qu'ils ont vu quelqu'un dans un accident, ils ne veulent pas aider et demandent d'arrêter de les faire des conneries. Allongé sur l'asphalte, le personnage principal pense que ce qui se passe ici, il voulait en quelque sorte sortir de sa situation délicate, mais à la fin, ces gens lui ont créé des problèmes. Zermon dit qu'il n'y a pas de raison de raisonner sur la conscience, il voit que la victime n'est plus un locataire, alors il propose un accord. Si la fille le sert bien et ses amis, ils seront parjurés en sa faveur. Mademoiselle Palman se lève et menace de regretter ce qu'elle a dit aujourd'hui. Le chef du gang court et attrape la fille par le visage, en disant à quel point elle a de la chance qu'il ait un bon caractère, s'il y avait quelqu'un d'autre, il ne serait pas si poli. Lilith ne va pas tolérer une telle attitude et gifle un bandit arrogant. Elle crie qu'elle a honte d'appeler son homme et avec une course, elle frappe son talon droit dans l'aine. Humilié par une femme forte, le patron commande à ses copains motards de lui apporter cette petite chienne. Lilith considère cet acte comme présomptueux, car il s'avère qu'il reste encore des gens qui osent toucher la famille Palman. Le gang s'est arrêté, ils se sont demandé si cette fille pouvait vraiment être de la famille Palmen. Mais Zermon en entendant cela, seulement plus heureux, parce qu'il a une famille politique, et les hommes d'affaires Palmen, et les hommes d'affaires ont peur des fonctionnaires, et il dit que les gars n'ont pas peur, il réglera toutes les questions. La jeune fille ne croit pas que dans la famille des politiciens, qui a toujours été célèbre pour sa prudence, un tel bâtard est né. Lilith voit comment les voyous courent sur elle et elle pense qu'elle ne peut pas se protéger. Il n'y a rien à dire sur Nort. Le bandit tire déjà ses mains vers elle, et Mademoiselle Palman décide de fermer les yeux de peur. Mais ici, à la vitesse de la foudre, un homme vole devant elle et frappe un pied dans le visage d'un motard. Cet homme est Norse. Elle lui demande s'il va bien, car il n'y a que quelques minutes, il était couché à mort sur l'asphalte, ce qui lui demande si elle va bien. Shep promet que tant qu'il est là, personne n'osera toucher la fille. Norse retourne et demande avec un peu de perplexité quel est cet endroit et pourquoi il est ici. Lilith ne comprend pas la victime. Apparemment, a battu la mémoire, le personnage principal commence à dire qu'il a vécu toute sa vie dans les montagnes. Et tout à coup tout s'est assombri. Et le voici, il était là. Il commence à crier aux bandits comme ils osent voler une femme. Et tout à coup Norse déclare un prêtre qui agira au nom du ciel. La fille se tient debout et ne comprend pas, c'est de frapper son cerveau si endommagé où il fait semblant.
Shep décide de calmer Lilith en disant que dans leur dynastie, de tels hommes méchants ne seront pas autorisés à faire le mal. Ses poings se réchauffent, Norse lui dit d'attendre, il vaincra tous les méchants et sera en sécurité. Zermon ordonne de tuer le bâtard qui agit sur ses nerfs, et le premier lui-même court au combat. Shep bloque le coup et frappe l'adversaire si fort qu'il se retrouve allongé aux pieds de ses coéquipiers. À la vitesse de la lumière, le personnage principal vole encore à un groupe de bandits et les disperse dans des directions différentes. Les motards laissés intacts se prosternent, disent avoir commis une grosse erreur et que le prêtre les a épargnés. Norse veut qu'en cas de remords, il prononce un serment secret que les criminels jurent, et s'il change d'avis, il frappe le ciel. Le personnage principal décide de laisser aller les agresseurs, mais pas les mains vides. Il leur envoie le virus de la gonorrhée. En fuyant, les hooligans pensent que quel prêtre est stupide, ils vont maintenant revenir et amener encore plus de gens avec eux. Shep pense que le talent d'acteur de ces personnes est extrêmement mauvais, bien qu'il devrait marquer pour cela, parce que les attaquants vont bientôt mourir de diarrhée. Lilith propose néanmoins d'appeler la police, mais Norse lui dit de ne pas se souvenir des griefs passés, ce à quoi la jeune fille accepte et veut connaître le nom de l'aîné pour le remercier. Le personnage principal se rend compte qu'elle vient de lui transférer 1 million et maintenant, très probablement, il vérifie, il semble être le nom de Ken Pankey. Mademoiselle Palman l'appelle sans vergogne, et elle pense qu'il ment, ce à quoi Norse parie et dit qu'il est sorti et l'a protégée. Alors comment peut-il être sans vergogne? Après une pause, le jeune homme commence à rire, il a senti une atmosphère tendue et a donc joué le drap avec le voyageur du temps, il demande Lilith de se détendre. La jeune fille n'est pas heureuse d'une telle offre, car elle était très inquiète et mentionne que, lorsqu'il lui a demandé de l'argent, cela semblait aussi être pour sa détente. Norse commence à reculer et, se détachant de son siège, s'enfuit, en disant qu'ils se verront demain au travail. Lilith devient furieuse et l'appelle un bâtard. En chemin, Shep pense qu'elle n'est pas vraiment si mauvaise, juste pour arrêter de se tortiller comme si tout le monde dans ce monde lui devait de l'argent. En rentrant chez lui, il décide de s'entraîner, car il n'avait pas le temps de le faire pendant 2 jours. Mais il ne fonctionne pas et ses forces le quittent, il pense que si son vieil homme a appris que son fils se laisse paresseux, il sortirait de la tombe et commencerait à jurer. Dans le bureau de Kelly, voyant l'étrangeté de sa sœur, demandant qui l'a offensé, Lilith répond simplement qu'elle ne se sent tout simplement pas bien. Mademoiselle Fima suppose que sa sœur a un tel état à cause de ses pensées sur le mariage, et ils sont obligés de le surmonter ensemble. Le vice-président propose plusieurs candidats à choisir, mais ils ne sont pas fiables, et ils n'ont pas besoin de problèmes supplémentaires. Lilith se rend compte que trouver la bonne personne ne sera pas si facile, et elle décide de demander ce que sa petite sœur pense de North. Elle n'est pas satisfaite du choix de la sœur d'un tel candidat pour le rôle d'un gars. Mademoiselle Palman répond qu'il reconnaît l'argent. Et ils ont très peu de temps. Lilith raconte que Suren a déjà terminé ses études de marché et devrait bientôt revenir de l'étranger. À ce moment-là, sa mère l'a appelé et a appris que Suren arrivait ce soir, alors demain soir, ils allaient dîner. La mère donne à sa fille l'instruction de ne pas être trop têtue car elle n'est plus un enfant. La position de son père est mauvaise et ils sont obligés de le laisser partir heureux. Après avoir raccroché, Lilith dit qu'il n'y a plus de temps pour attendre, alors qu'elle doit se dépêcher et appeler Norse Shep. Mademoiselle Palman a analysé ses capacités d'acteur et pense qu'il convient à un tel rôle comme personne d'autre. Avec un sourire sur son visage, Norse demande ce qui s'est passé, car la dame de glace elle-même a ordonné à sa sœur de l'amener personnellement chez elle. Lilith dit qu'il est là pour qu'ils puissent régler leur compte, demande comment il pense qu'il devrait régler la question d'1 million hier. Shep insiste sur le fait qu'elle l'a renversé et qu'il pensait déjà dire au revoir à sa vie, il a à juste titre reçu une indemnisation pour préjudice moral. La jeune fille dit qu'il ne peut pas lui rendre l'argent, mais Norse devra faire quelque chose pour elle. Le jeune homme devra faire la fête à sa maison pour jouer le rôle de son petit ami, elle est confiante dans ses capacités d'acteur, car hier, il a réussi à jouer parfaitement le voyageur du temps. Norse dit qu'avec ses origines et son apparence, personne ne croira qu'il est son petit ami, mais Lilith est toujours là, l'essentiel est qu'il soit présent. Le chef du bureau lui donne une carte bancaire et lui dit de lui acheter des vêtements décents. Norse était ravi de commencer par le fait qu'il recevrait de l'argent pour cela. Laissé seul dans le bureau, les sœurs se demandent si elles ont pris la bonne décision. Norse n'a pas perdu de temps et est allé immédiatement dans les boutiques, il a habillé dans un costume élégant, qui n'a pas porté depuis tant d'années. À la sortie du magasin, son téléphone a sonné, c'était Tina. Shep s'est immédiatement inquiété. La jeune fille a dit qu'il est maintenant à l'hôpital et c'est urgent, il doit venir, elle l'attendra à la porte. Norse est venu aussi vite que possible, à l'arrivée Tina dit que l'opération de sa mère n'a pas été très bien et elle a besoin de lui prêter de l'argent. Alors que le transfert de fonds est en cours, Shep demande à l'accompagner dans la chambre de sa mère, Tina le remercie et lui dit qu'il passe, mais sa mère est dans le coma, il ne pourra donc pas lui parler. En marchant dans le couloir, Norse dit que c'est un cas rare où il est un bon gars et puis il veut être bon jusqu'à la fin. Devant la porte de la chambre,
Il demande à la jeune fille à quel stade du cancer est la maladie de sa mère et apprend que la femme est au dernier stade. Il essaie d'avertir la jeune fille qu'au stade terminal, même $1 million pourrait ne pas sauver sa mère. Tina raconte comment seule sa mère était engagée dans son éducation, à quel point elle était difficile et si sa mère pouvait vivre au moins un jour de plus, sa fille serait heureuse. Voyant à quel point la fille est dure, des larmes chaudes coulent sur son visage et elle ne veut pas accepter la réalité. Norse s'approche et lui caresse la tête. En entrant dans la chambre, il voit une femme d'âge avancé portant un masque à oxygène. Les pensées de Shep à ce moment-là ne parlent que de la façon dont cette femme a élevé sa fille. À côté du lit d'hôpital, il voit un mince sac de couchage couché à côté et demande pourquoi Tina dort sur le sol. Ce à quoi elle répond, son lit d'hôpital ne lui permet pas de se payer. Norse se retourne et dit qu'elle ira maintenant chez le médecin en chef et que sa mère aura une chambre séparée pour que Tina puisse y dormir aussi. Dans le bureau, le médecin commence à signaler le personnage principal, car s'il est un parent du patient, pourquoi fait-il une jeune fille jour et nuit pour s'occuper du patient? Norse se justifie en disant qu'il était en voyage d'affaires depuis longtemps, et Tina ne lui a rien dit, parce qu'elle craignait que dès qu'il découvre, il se casse immédiatement et arrive. Le personnage principal dit qu'il va maintenant s'occuper de la mère de Tina, ce que le médecin veut lui parler en privé. En sortant du bureau, le médecin dit que les résultats des tests n'étaient pas très bons, la maladie a été détectée très tard, selon les prévisions du patient ne vivra pas plus d'1 an. Norse dit à haute voix que la médecine occidentale peut probablement faire des merveilles, mais pense à lui-même que même avec la connaissance des compétences et des techniques médicales, son vieil homme était impossible à guérir. Le médecin répète, le dernier stade du cancer est une barrière que la médecine ne peut pas encore surmonter. Et il ne devrait pas le dire, mais il est très désolé pour la fille du patient. Norse promet au médecin de parler de l'avenir avec Tina, ce serait mieux pour elle d'accepter la réalité. Tina va chercher Shep et essaie de savoir de quoi ils ont parlé au médecin. Norse répond qu'ils doivent aller à la chambre et jusqu'à ce qu'ils le disent, elle ne doit laisser personne y entrer. La jeune fille ne comprend rien et veut connaître son plan, mais Norse dit seulement qu'elle doit lui faire confiance.